Bienvenue sur Aventure Humaine, le podcast qui parle d'engagement et de responsabilité. Selon Paolo Coelho, la liberté n'est pas l'absence d'engagement mais la capacité de choisir. Sur ce podcast, nous avons donc à cœur de partager avec vous des conversations avec des entrepreneurs responsables, engagés, qui ont choisi cette vie. Alors comment s'engager et avoir de l'impact au sein de son entreprise et dans notre société ? Quelle responsabilité cette posture engage-t-elle ? Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, cofondateurs de Podcast Mania et parents d'un petit Robin. Autant vous dire qu'entreprendre en couple en étant parent, c'est une méga aventure humaine et ça demande beaucoup d'engagement. Avec ce podcast, notre mission est de t'inspirer et te montrer qu'entreprendre avec engagement apporte un sentiment incroyable de liberté et de satisfaction. Si tu veux un épisode bonus très engagé, clique sur le lien en description pour accéder immédiatement à cet épisode privé. Si tu veux plus de coulisses, de contenu et de pépites, le tout avec bonne humeur, inscris-toi à la newsletter des aventuriers engagés sur le site d'Aventure Humaine. Belle écoute à toi et prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Stéphane. Salut Gaël. Merci beaucoup d'être sur Aventure Humaine aujourd'hui. Alors je suis d'autant plus ravi que j'ai déjà eu la chance de te rencontrer en vrai. Là encore une fois, aujourd'hui, on enregistre à distance, mais j'ai eu l'occasion de te rencontrer. On faisait une immersion entre entrepreneurs à Lyon. C'était tout début décembre 2019. Il faisait pas très chaud et je me rappelle avoir pris beaucoup de plaisir à évoluer dans une piscine à 2 degrés avec des glaçons autour de moi. Très bon souvenir et très bonne sensation de contrôler, de gérer son stress et sa respiration et s'adapter au froid et à des conditions climatiques peut-être un peu plus extrêmes. Donc je suis ravi qu'on évolue et qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Donc on va parler respiration, acclimatation, gestion de son corps et contrôle de son stress, à mon avis. Oui. Première si tu veux. Si tu veux. Première, je pense que t'es bien placé pour parler de ça avec toi, en tout cas. Ouais. Première petite question, d'où viens-tu, Stéphane ? Oh là, alors j'ai 49 ans, j'habite Annecy. Oui. Enfin, une petite ville juste à côté d'Annecy, Sevrier. Je suis originaire de Paris. Voilà, je suis né en banlieue parisienne. J'ai fait mes études en banlieue parisienne et à Paris. Et ensuite, j'ai pris la direction du Sud pour ma carrière sportive, où je bénéficiais du coup d'un climat un petit peu plus favorable l'hiver, notamment pour faire du vélo et de la course à pied. Okay. Et puis ensuite, je suis venu m'installer à Annecy il y a 23 ans maintenant. Voilà. D'accord. Voilà. Donc justement sur cette partie de première carrière sportive, tu faisais quoi comme sport ? Alors je faisais du triathlon. Ouais. Voilà, du triathlon. Je m'y suis mis un petit peu sur le tard, vers 89-90. Donc le sport existait déjà assez bien en France. Il y avait, on était la deuxième génération après les pionniers, si tu veux, qui ont vraiment amené ce sport. Et puis à partir du moment où je crois que j'étais en maths sup, maths spé, licence, voilà, là vraiment j'ai commencé à avoir quelques résultats et puis j'ai décidé de me consacrer quasiment exclusivement au triathlon pendant 5-6 ans. Okay. Entre 94 et puis 2000-2001 quoi, voilà. OK, et du coup t'as plongé vraiment et donc c'était alors j'ai écouté le super podcast extraterrien de Barthélemy Fenn qui est déjà passé sur Aventure Humaine justement. Ouais. Vous parlez beaucoup de cette période-là, je crois que tu bénéficiais aussi d'un groupe sympa qui s'entraînait et sur lequel tu as essayé de te greffer et de suivre la cadence et le rythme sympa, quoi. Ouais, en fait, quand j'ai décidé de m'installer dans le sud, je suis arrivé par hasard dans une ville qui s'appelle Salon de Provence, mais vraiment par hasard.
Et en allant à la piscine, j'ai découvert que le champion du monde de l'époque s'entraînait là tous les jours. Et, il se trouve qu'il faisait partie de mon club aussi, mais je savais pas du tout qu'il était installé à Salon de Provence. Et qu'autour de lui, il y avait un certain nombre de très bons athlètes. Et que comme il était très très fort, il y avait aussi pas mal d'étrangers qui venaient l'été s'entraîner avec nous. Et du coup, ça faisait une sacrée émulation, voire rétrospectivement une émulation un peu trop importante pour mon niveau de l'époque. Voilà, je pense que je faisais des choses qui étaient un petit peu trop engageantes par rapport au niveau réel que j'avais. Mais c'était passionnant, quoi. C'était passionnant de s'entraîner avec des gars de ce niveau-là, quoi. Ça t'a permis un petit peu de te surpasser, te dépasser vraiment à cette période-là? Ouais, vraiment, j'ai fait des choses, notamment en vélo. J'ai fait des sorties à une cadence incroyable que j'aurais jamais faite tout seul, pardon. Et puis là où c'était le plus compliqué pour moi, c'était la course à pied. Et là, j'étais vraiment en décalage par rapport à, notamment au niveau de Simon Lessing, qui était le champion du monde en question, parce qu'il courait, il faisait ses footings à mon allure de course, donc c'était forcément compliqué. Dès qu'on faisait un footing le matin ensemble, moi j'étais fracassé, donc j'avais besoin de ce repos. Et voilà, je pense que juste là, avec un petit peu plus d'expérience, j'aurais pu peut-être mieux mesurer ce décalage. Mais j'étais aussi tellement content de m'entraîner avec lui et avec tous les gens qui partageaient ces entraînements que je le faisais, quoi. Voilà. Et donc pendant toute cette période, tu as fait des résultats et tu as pu en vivre Oui. Alors j'avais la chance, donc j'avais arrêté mes études. Hein, je faisais des études de prof de physique chimie, donc j'avais pas complètement terminé, mais j'avais décidé d'arrêter. Et j'avais eu l'opportunité de travailler pour un magazine de triathlon qui s'appelait Triathlète Magazine. Je crois d'ailleurs que il existe encore, je crois. Ouais, je crois que le magazine a subi le Covid là, vraiment, l'an dernier. Et il me semble avoir vu passer que ça en était terminé. Mais voilà, c'était le magazine fondateur de la discipline. Et je leur avais proposé de créer un petit cahier de 10 pages au centre de chaque numéro, sur lequel je partageais des contenus sur l'entraînement, la préparation physique, la préparation mentale, la diététique. Alors des sujets sur lesquels j'étais pas du tout formé personnellement, mais qui m'intéressaient. Et donc tous les mois, j'allais chercher des bouquins qui me permettaient de trouver des informations. Alors à l'époque, Internet était au tout balbutiement. Hein. On avait encore le petit boîtier à 56K. Là, donc quand on cherchait de l'information, déjà il y avait peu de choses. Et en plus, ça prenait énormément de temps. Donc c'était plutôt des livres à l'époque que je regardais. Voilà. Et donc à mesure que j'apprenais, je restituais des choses. Et c'est ça qui m'apportait aussi un complément de revenu, parce que alors déjà j'étais pas un super élite athlète. Voilà, je faisais partie des bons Français, mais j'étais pas non plus dans le haut du panier. Et puis du coup, le triathlon étant un sport assez confidentiel, hein, je crois à l'époque il y avait 25 000 pratiquants en France, et aujourd'hui je pense qu'il y en a doit y avoir 50 000 licenciés et puis 30 000 amateurs qui font des triathlons de temps en temps, donc c'est pas des sports majeurs. Donc gagner sa vie dans cet environnement-là, c'était complexe pour les gens qui n'étaient pas de l'élite. Voilà. Ok. Et donc comment tu te dis comment tu passes ce cap d'arrêter de te diriger vers une autre carrière? Justement, parce qu'à un moment donné, je sens la motivation faiblir quand même, pour aller sur des séances, notamment dans un sport qui me plaisait le moins, c'était la course à pied. Je sentais qu'il fallait vraiment que je puise dans ma motivation pour aller courir. Et à l'époque, le triathlon se transformait, c'est-à-dire qu'on autorisait à rouler en peloton au vélo, ce qui fait que finalement le nivellement par le vélo devenait insignifiant. Tout le monde roulait ensemble. Et du coup, les courses se gagnaient sur la course à pied. Donc, à mesure que j'avais de plus en plus de mal à m'entraîner en course à pied, mon niveau baissait, et en même temps, l'importance de la course à pied était grandissante pour espérer gagner des courses. Donc, à un moment donné, il fallait se rendre à l'évidence que ça a été terminé pour moi. En tout cas,
il fallait que je passe à autre chose. Et donc là, je vais à la NPE comme tout le monde à l'époque. Donc c'est Pôle Emploi de maintenant. Ouais. Et puis je dépose mon dossier et tout de suite, je crois dans les 24 heures, j'ai un collège qui m'appelle pour donner des cours de physique-chimie parce qu'un prof était partant. Et donc j'ai un mi-temps de prof, voilà, en tant que vacataire. Et je crois 3 jours plus tard, j'ai une société qui était assez présente dans le sport, qui faisait des produits de récupération à base d'électrosimulation, voilà, complexe pour pas la citer, qui pareil va faire appel à moi parce que quand j'ai passé mon diplôme d'entraîneur de triathlon, j'ai fait un mémoire sur l'électrosimulation appliquée au triathlon. Et j'ai envoyé ce mémoire à cette société et à l'époque ils ont besoin de quelqu'un pour à la fois rédiger les contenus un peu marketing commerciaux qui sont forcément techniques, oui. et en même temps former les professionnels de santé, médecins kinés, les entraîneurs de sport, les athlètes de haut niveau à la technique. Voilà. Donc ils m'intègrent aussi à mi-temps. Voilà, en quelques jours, c'est bon. Ouais, c'était assez un premier alignement des planètes, on va dire, qui fait que voilà, en quelques jours, j'ai deux opportunités que je saisis toutes les deux puisque ce sont 2 mi-temps. Et je travaille comme ça pendant 7-8 mois, à la fois à découvrir le monde de l'entreprise, une société basée en Suisse, et du coup je fais déjà du home office à l'époque. C'était assez précurseur, mais voilà, la filiale française est à Paris, et puis la filiale suisse est à Nantes et à Lausanne, et moi du coup je suis à Annecy, donc je travaille majoritairement de chez moi. Et je découvre vraiment, oui, comment fonctionne l'entreprise. Le clin d'œil, c'est que 6 mois avant, je rencontrais un ami qui est ancien très bon athlète, très bon triathlète de la première vague, justement, des pionniers, ouais. Et qui avait fait une carrière magnifique dans des très très belles sociétés dans le vélo. Et je rencontre ce copain, Christophe, et on a une discussion justement sur l'après, parce que pour moi c'est un gros point d'interrogation, et je lui dis mais voilà, je sais absolument pas à quoi je pourrais servir dans une entreprise. Voilà. Et donc on en discute un petit peu, et puis le fait est que cette société m'appelle et que je fais mes armes. Voilà. Et en même temps, le mi-temps prof, c'était assez complexe, je dois avouer, parce que j'ai été un peu parachuté en milieu d'année scolaire dans un collège avec notamment une classe de 3e d'insertion. Avec des gamins un petit peu perdus dans cet univers, un collège un peu en zone sensible aussi, donc voilà, et là je me sens pas du tout armé pour faire ça, donc je me dépatouille tant bien que mal. Je découvre que les classes sont un peu dépourvues d'équipement, tout simplement pour faire des petites expériences qui seraient susceptibles d'intéresser les élèves et le prof, entre parenthèses. Donc c'est une année assez complexe. Et puis en fin d'année scolaire, la société en question me propose un temps plein. Et là, j'ai pas d'hésitation. Là, en fait, ils font une proposition très très confortable, et puis surtout un projet de job qui est là pour le coup. Qui est designé pour toi, quoi. Ouais, c'est la promotion, voilà, faire la promotion d'une méthode et d'un produit au sein du sport de haut niveau. Voilà, sport que je quitte, parce que j'étais quand même sur les listes de sportifs de haut niveau national il y a quelques années, donc je connais bien la mécanique fédérale, le lien entre les clubs, les entraîneurs, etc. Et là, on me demande de prendre un bâton de pèlerin et puis d'aller rencontrer tous les acteurs du sport de haut niveau dans les fédés qu'on a ciblés, et puis de déployer la technique dans cette zone-là. Donc c'était passionnant, vraiment passionnant. Donc tu fais ça combien de temps, et tu vas prendre du galon petit à petit et, oui. Alors, et évoluer dans cette société. Ouais, c'est là où j'ai beaucoup de chance, c'est que la société qui m'emploie est déjà une belle société, mais encore un peu en mode agilité start-up. Voilà. Et du coup, il y a énormément d'opportunités, c'est une forte croissance. Et en gros, donc je suis rentré en 99, j'en suis sorti en 2008. Je crois qu'en 9 ans, j'ai changé de poste toutes les années ou toutes les années et demie, quoi. Vraiment.
Donc de la promotion, mon patron de l'époque me demande si je parle anglais et bah oui, je me suis entraîné avec des Anglais, des Australiens et tout ça tout le temps. Donc oui, l'anglais scolaire a un peu évolué. Et du coup, il me dit bah ok, tu vas faire l'export du coup. Voilà. Bah oui, mais je sais même pas calculer un prix ni une marge. Bah c'est pas grave, tu vas apprendre. Donc voilà, donc je commence à voyager du coup, à essayer de mettre en place des distributeurs de différents pays européens d'abord, et ensuite mon patron Serge me dit il faut absolument qu'on aille au Japon. Voilà. Le Japon, c'est l'Eldorado du sport à l'époque. Lui, il a l'expérience d'une société qui s'appelle Salomon, pour lequel le Japon représentait une grosse partie du chiffre d'affaires. Il fait comme le fondateur de Nike. Ouais. Phil Knight. Phil Knight, ouais, tout à fait. Mais en tout cas, là, il y a une vraie volonté. Alors, les États-Unis étaient pris parce que cette société s'était fait racheter par des Américains, donc le marché américain était déjà pris en charge par la maison mère. Et le Japon, finalement, avec ses 130 millions d'habitants, ça s'imposait comme une belle zone à développer. Et donc j'y vais une première fois, une deuxième fois, et puis au fur et à mesure, j'arrive à comprendre un peu la complexité de l'environnement. Je commence un petit peu à apprendre le japonais, histoire de déjà savoir survivre au Japon, parce qu'à l'époque, je crois que mon premier voyage c'est en 2001. Il y a aucun signe de métro, de rue qui soit en une autre langue que le japonais. Voilà. Et donc, puis t'as pas ton smartphone pour t'aider. À l'époque, non, il y a rien de tout ça. Ouais. Et donc voilà, je commence à m'immerger dans cette culture qui m'a passionné vraiment. Je faisais un peu d'arts martiaux. À l'arrêt du triathlon, j'ai repris le karaté que je faisais plus jeune. Je me suis mis aussi dans la méditation bouddhiste, zen, etc. Donc vraiment essayer de prendre plusieurs aspects de la culture. Et puis au final, j'ai travaillé avec le Japon pas loin de 20 ans, quoi. Parce que ensuite, le distributeur que j'ai mis en place m'a recruté 7 ans plus tard, en 2008. 2008, voilà. Et donc là, j'ai vraiment travaillé au sein du Japon avec les Japonais, à aller au Japon tous les 3 mois. Et voilà. Voilà, donc en tout j'ai 45 petits timbres du Japon, donc j'y suis allé 45 fois et c'est vrai que c'est toujours un plaisir et là j'ai hâte que la situation un peu pandémique cesse, qu'on puisse y retourner tranquillement, quoi. Et donc tu arrives et qu'est-ce que tu comprends justement sur cette adaptation à cette culture et à comment faire du business dans un autre pays et justement au Japon. Quelles sont les clés que tu mets en place peut-être pour bien t'adapter Alors déjà la culture de base du pays me séduit vraiment. Elle me correspond aussi un peu. J'ai plutôt un tempérament d'introversion. Donc voilà, beaucoup de prudence dans la relation, d'observation. D'observation. Donc ça me va bien. Il y a aussi une autre valeur qui est la valeur de on va dire la précision, la minutie. Ça c'est des choses que j'essaie de mettre en œuvre dans ce que je fais personnellement et que je retrouve au Japon, mais dans tous les secteurs. C'est vraiment quelque chose qui est présent partout et du coup j'observe en fait les moindres détails d'un bâtiment qui vient d'être construit, à quel point c'est con, hein, mais les petits joints, tu sais, là, sont parfaits, voilà, tout ça, j'observe ça et je me dis oui, du coup, effectivement, quand on fait quelque chose, pourquoi pas bien le faire tout de suite et prendre du plaisir à faire ça aussi, voilà. Et je découvre que finalement, dans cette culture, alors voilà, il y a forcément une partie d'acquis dans cette culture. C'est pas que inné, hein, mais on va dire que dans cette culture, quel que soit son travail, quelle que soit la pseudo valeur du travail qu'on pourrait y donner avec nos jugements, chacun finalement va mettre le meilleur de soi dedans. Voilà. Et ça c'est assez remarquable à observer. Alors après il y a des travers à tout ça, hein. C'est-à-dire que du coup moi les collègues avec qui je travaillais, du coup quand j'étais salarié de cette société, donnaient beaucoup de leur temps à l'entreprise. Ouais. Moi j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup à cette époque-là, vraiment, mais là j'avais mon Simon Lessing de l'époque, quoi. J'avais des gars qui couraient en trottinant à 18 à l'heure, quoi, vraiment. Ouais. À un tel point que l'entreprise, c'est l'anecdote, mais l'entreprise avait établi une règle
le mercredi soir, les lumières s'éteignaient à 18h. Les lumières. C'est-à-dire que pour forcer les gens à rentrer chez eux, on éteignait les lumières parce que sinon, ils restaient à 22, 23 heures, quoi. Donc voilà, ça j'ai appris ça. Bon, après, tous les éléments culturels au sens historique du terme, tradition, etc., tout ça m'a passionné aussi. J'ai eu la chance, du coup, à la fois dans la première partie, quand cette société était mon distributeur, j'y allais régulièrement pour les accompagner dans les 4 coins du Japon. Et puis ensuite, quand j'y suis allé tous les 3 mois pour aller travailler avec mes collègues, rendre des comptes au board, etc., je m'organisais toujours une petite journée au moins pour prendre un peu de culture, quoi. Voilà. Donc ça, c'était magique. Et t'immerger et visualiser que ça te correspondait avec ton caractère, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis me faire des liens amicaux sur place. Voilà, c'est j'ai des amis japonais et il faut du temps pour par exemple rentrer dans une maison d'un japonais. Il faut établir une relation et ça prend beaucoup de temps et c'est tout un processus que j'ai appris à apprécier. Et puis j'ai aussi établi des liens avec des gens qui sont français, qui habitent là-bas depuis 23 ans, et du coup on se connaît aussi depuis 20 ans, et on est devenus amis, et ça c'est aussi génial, parce que quand tu arrives dans ce pays-là, du coup, quand j'y retourne maintenant, j'ai mes repères, voilà, j'ai mes repères géographiques, temporels, physiques, mais aussi humains, voilà. Ouais, et humains, oui. Voilà, ouais. Et inversement, est-ce que quelques-uns des tes collègues japonais, partenaires japonais sont venus en France? Oui, bien sûr. Oui. Alors dans le travail, les Japonais, il y avait un petit groupe qui était chargé de l'international qui venait régulièrement et dont certains sont devenus des amis. Et puis vraiment mon ancien patron japonais qui était un membre du board, là on est vraiment très très amis. Ouais. Donc là on souffre un peu de lui de pas venir en France pour suivre le reste des opérations qui existent toujours. La marque est toujours présente en France et moi de pas passer du temps avec lui quand j'y vais, quoi. Donc ça va changer, ça va se remettre en place. Oui. Bientôt, et on a hâte aussi. Et donc donc toi tu es membre du board à ce moment-là Non, sur le non, moi je suis patron de l'Europe en fait. OK. La mission qu'ils m'ont confiée, c'était de développer l'Europe. Je crois qu'au départ, ils avaient imaginé que je puisse mettre en place un réseau de distributeurs comme ce que j'avais pu faire auparavant pour la société suisse. Mais en fait, ma première recommandation, ça a été de mettre en place un bureau, voilà, parce que les produits étaient tellement spécifiques. En fait, c'était des produits de protection articulaire, donc des chevillères, des genouillères, des ceintures lombaires, etc., qui se trouvent d'ordinaire en pharmacie chez nous. Oui. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et là, il s'agissait de créer une distribution dédiée dans l'univers du sport, voilà, parce que c'était avant tout des produits de prévention. Et c'est ce qui m'a vraiment séduit au départ, c'était ce message de dire tiens, je vais pouvoir accompagner peut-être des sportifs un peu engagés dans leur pratique à identifier des zones de risque et se protéger tout simplement pour éviter les blessures. Et donc le canal de distribution qu'on avait choisi, c'était le sport, mais on savait que ça allait être complexe de convaincre des magasins de sport déjà à porter ce type de produit. Et complexe également d'être un peu en concurrence avec un réseau pharmaceutique qui est assez bien construit en France. Oui. Hein. Il y a 22 000 pharmacies, donc c'est énorme comme réseau. Et en plus, les produits qui sont commercialisés en pharmacie de cette catégorie-là, ce qu'on appelle les orthèses en général, sont très souvent remboursés. Ça veut dire que si je suis sportif blessé, j'ai une ordonnance, je vais chercher le produit, je ne paye rien pour peu que ma mutuelle paye le reste. Et là, nous, on allait avec des produits assez haut de gamme, donc plus chers que ceux de pharmacie. Et là, il n'y avait pas de remboursement possible. Voilà. Donc c'était très ambitieux comme stratégie. Et donc il fallait qu'on puisse faire de la France un modèle un peu pour inspirer les autres pays. Fallait éduquer. Voilà, éduquer le marché, aller rencontrer les professionnels de santé, notamment les kinésithérapeutes, parce que ils sont peut-être ceux qui passent le plus de temps avec les patients blessés. Et puis aller peut-être nous aider à avoir ce message de prévention.
Bon, au final, j'étais un peu déçu parce que la prévention s'est avérée très très complexe à amener sur le marché. Voilà, c'est vrai que parler de risque de blessure en France, c'est pas évident. On est plutôt un pays qui a l'habitude de soigner plutôt Plutôt que qu'anticiper. de prévenir, ouais. Voilà. Même si ça change forcément, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment l'obstacle qu'on a rencontré de manière majeure. Et donc au final nos produits ont été utilisés avant tout par des sportifs blessés qui voulaient continuer leur sport, qui allaient trouver les produits quand même dans la distribution sport parce que c'est là qu'on était revendus. Et la chance qu'on a eue, c'était que vraiment les produits avaient des spécificités très différentes, étaient très haut de gamme et très adaptés au sport. Voilà. Donc du coup, on a réussi quand même à mettre en place, je crois, 800 magasins en France, et puis à construire l'histoire comme ça, quoi. Voilà. Ok. Et donc, comment, et à quel moment tu t'intéresses à je sais pas si tout de suite on peut parler de la méthode Wim Hof et de la respiration. C'est à ce moment-là ou c'est un petit peu plus tard? Bon, alors, d'une manière générale, tout ce qui a trait à l'humain m'a toujours intéressé. Et notamment, j'ai eu quelques révélations pendant ma pratique sportive, parce que forcément, quand tu es dans une recherche de performance, tu te poses aussi les questions de comment optimiser ton premier La outil, c'est-à-dire récupération, ton corps déjà ton premier et ton outil, corps. ouais, ton corps, éventuellement après ton mental, etc., etc. Donc aller chercher comme ça des options qui me permettaient d'optimiser tout ce système était intéressant déjà quand j'étais athlète. Et puis j'ai eu un entraîneur qui est aujourd'hui mon meilleur ami, Didier, qui très tôt m'a amené aussi à utiliser d'autres approches que les approches traditionnelles. Quand je dis d'autres approches, c'est peut-être de l'acupuncture, des médecines comme ça un petit peu parallèles, qui sont du coup davantage basées sur la prévention et la prise en charge avant que des choses se déséquilibrent. Et donc j'ai un petit peu ça dans ma tête quand je fais mon sport, et puis ça me quitte pas en fait. Voilà. Simplement, dès l'instant où je mets le pied dans l'entreprise, notamment dans la première qui allait très très vite avec vraiment une très forte croissance, je commence déjà à m'oublier un petit peu. Voilà. Ouais. Donc, alors c'est pas grave parce que j'ai plein d'énergie, je suis très jeune à l'époque, et donc je vais voyager 120 jours par an, je vais en plus me rajouter une couche, je vais faire des études, je vais faire un MBA en 2 ans en même temps que voyager, en même temps que voilà. Donc c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue et de stress aussi. Mais voilà, à ce moment-là, ça me pose pas vraiment de soucis, tout va très bien, j'arrive même à faire encore du sport, etc. Quand j'arrive avec le Japon, les choses vont être un petit peu différentes. Alors les 2-3 premières années, tout va bien, parce qu'on met en œuvre la stratégie, et puis oui, il y a des obstacles, mais on arrive quand même à se débrouiller pas trop mal. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte quand même que à la fois le marché se développe plus lentement qu'on espérait, qu'il faut investir un petit peu plus que ce qu'on avait anticipé. Et puis il y a un élément quand même fondamental qui est pour le coup la relation avec les Japonais dans le business qui s'avère être assez complexe. Ce que j'ai identifié, c'est même s'ils ont une grande volonté d'aller à l'international, c'est quand même un tempérament insulaire avec qui on discute, et du coup une ouverture et une compréhension de ce qu'il y a en dehors de l'île assez faible. Très peu nombreux sont les Japonais avec qui je collabore, qui ont vécu à l'étranger ou qui ont voyagé à l'étranger, et tout en s'étant confrontés aux différentes cultures et environnements. Donc du coup, leur référentiel c'est le Japon, avec la manière dont le Japon fonctionne. Mon référentiel c'est l'externe. Et ça matche pas, quoi. Donc on se comprend pas. Et notamment sur un point particulier qui est il y en a eu plusieurs, mais un qui nous a mis en difficulté ici, c'était le besoin de nouveaux produits. Voilà, quand on est dans le sport, en général, il faut amener des produits au moins 2 fois par an. Voilà. Parce que ça donne une opportunité d'échanger avec les revendeurs, ça donne des éléments pour les commerciaux, pour justifier leur travail, et puis interagir, voilà, exactement. Et là, les Japonais n'arrivent pas
adapter les produits aussi vite qu'on voudrait, ce qui fait que en 8 ans, on a peut-être lancé 3 produits au lieu de 16, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'était un apprentissage assez douloureux parce que finalement, ça nous a vraiment mis en difficulté à la fois d'un point de vue économique, mais aussi dans la relation. Et ça, pour moi, c'était complexe. Il y avait de la frustration. Ouais, beaucoup de frustration, beaucoup de jugement de part et d'autre, d'ailleurs. Hein. Moi aussi, j'étais une forme d'intolérance. Oui. Et je m'en suis un peu voulu de pas avoir identifié ce fonctionnement avant de me lancer. Non pas que j'y serais pas allé, mais par exemple, plutôt que de lancer la marque avec 40 produits dès le départ, j'aurais peut-être pris 20 produits et puis tous les ans, j'en aurais lancé un nouveau pour créer la nouveauté, la nouveauté de l'actualité. Bon, voilà, ça j'ai découvert à mes dépens. Et puis après, il y a quand même eu un autre élément là pour le coup qui était pas dans notre zone d'influence, c'était le taux de change. Et quand j'ai créé ce business, 1 euro c'était 170 yens. Et puis 5 ans plus tard, c'était 110 yens, quoi. Ouais. Donc j'avais perdu pas loin de 40% de marge brute par l'effet de taux de change. Voilà. Et il n'y avait pas de manière, il n'y avait pas de moyen d'amortir cette perte de marge. Okay. Voilà, donc pour reprendre ta question, il y a très vite, au bout de 3-4 ans, un environnement de stress assez fort. Par l'incompréhension, par l'incapacité à équilibrer la structure. Et du coup, pour moi, ça veut dire quoi en tant que patron? Ça veut dire que j'ai peut-être plus les mêmes moyens pour motiver les équipes, mettre les équipes dans un confort de travail. Voilà, parce que du coup, on essaie de faire plein de choses avec des bouts de ficelle, et puis c'est frustrant pour tout le monde, et puis ça prend du temps, et puis ça prend de l'énergie, et puis ça crispe. Voilà. Et il y avait combien de personnes dans l'équipe? Au max, on était 16, je crois. Okay. Mais il y a eu beaucoup de turnover, du coup, parce que j'avais pas non plus les moyens de bien payer les gens et d'accompagner l'évolution des gens. Donc, notamment sur la partie des commerciaux, dès que les commerciaux étaient en place, qui performaient, parce que j'avais un responsable commercial, un directeur commercial qui était très très performant, très très bon pédagogue et qui permettait à ces commerciaux d'être vraiment dans leur potentiel. Bon, les commerciaux brillants, ils étaient très vite recrutés par des marques un petit peu plus riches que nous, donc du coup, il fallait qu'on aille recruter à nouveau, reformer, et puis ça prend 6 mois, quoi. Ouais. C'est incompressible, et puis ça coûte des sous, et voilà. Donc tout ça mis bout à bout, ça commençait à être un peu en tension à l'intérieur de moi, vraiment. J'ai commencé à être malade l'hiver, ce que j'étais rarement, et puis jusqu'au jour où j'ai eu vraiment des soucis de santé. Donc ça, c'était en 2012, tu vois, donc 4 ans après mon début avec les Japonais. Entre-temps, j'ai eu 2 magnifiques enfants avec mon épouse de l'époque, et donc beaucoup de charges mentales, beaucoup de charges émotionnelles. Je devais me faire opérer une première fois, et bon, voilà, l'opération est passée, mais je me rends compte que si je change pas l'environnement, ça va revenir. Donc je commence à me former, en fait. Je vais commencer à me former sur pas mal de choses, sur la médecine chinoise, sur de l'acupuncture japonaise, sur des choses aussi un peu plus différentes, des tests psychométriques, parce que je fais appel à ces tests pour moi. Je fais aussi appel à du coaching pour moi, pour y voir plus clair, pour peut-être m'aligner davantage à ce qui a du sens pour moi, ce qui est important, tout en me rendant compte que je vais pas pouvoir faire un changement drastique pour plein de raisons. La première, c'est que tous les gens qui travaillent avec moi, c'est moi qui les ai recrutés. Et là, j'ai une forme de loyauté en me disant, je peux pas partir. En fait, même si c'est difficile pour moi, je peux pas abandonner le navire. Donc, il va falloir que je continue à développer pour que ça soit sain et sauf, ou alors que je transforme et que tout le monde s'y retrouve. Donc ça va me prendre du temps. Ouais. Après aussi parce que j'ai un confort de vie qui fait que j'ai besoin de gagner ma vie et que je peux pas du jour au lendemain me lancer sur un nouveau métier sans cadre, oui, sans avoir assurance, l'ancrage de l'autre côté. Exactement. Et puis bon, malgré tout, j'ai aussi des tensions au niveau personnel qui fait que j'ai peu de zones où je me ressource. De respiration. Voilà. La respiration, c'est le bon mot. Justement. Et donc voilà, j'ai continué à me former. En même temps,
je fais un mouvement stratégique en prenant une autre marque en distribution, en me disant bah tiens, si j'ai d'autres produits avec plus de dynamisme, ça va nous aider. Alors, ça nous a aidé, hein, on a développé le chiffre d'affaires, on a doublé la structure, on a doublé le chiffre en 2 ans, mais ça apporte aussi beaucoup plus de contraintes, beaucoup plus de stress. Et vu du Japon, c'est un petit peu compliqué d'alimenter financièrement une structure qui va vendre aussi une autre marque. Voilà. Donc, oui, donc à un moment donné, on arrive dans une impasse. Et j'en arrive à dire à mon patron de l'époque, écoute, on va arrêter, il faut arrêter. Voilà ce que je vous propose, c'est de retrouver votre modèle initial qui était un modèle de distribution finalement. Donc on va transformer la structure et en même temps, je propose à la marque que je distribue de créer sa filiale et de récupérer une bonne partie de l'équipe, ce qui fait que j'ai quasiment licencié personne. Voilà. Et j'ai identifié des distributeurs pour que la maison mère japonaise puisse retrouver un business et voilà. Ça, c'est en quelle année que ça, c'est en 2017, 2018. Donc, j'ai déjà fait pas mal de travail sur moi. J'ai rencontré Wim Hof, on va en reparler. Oui. Je me suis formé à cette méthode. J'ai du coup connecté la respiration. J'ai mieux compris le système nerveux. J'ai mieux compris pourquoi les pathologies que j'avais eues. Et du coup, l'impétueuse nécessité de changer. Voilà. Alors 2017-2018, c'est une année, c'est une année et demie compliquée parce que du coup, je quitte l'entreprise, je me mets à mon compte vraiment. J'ai un copain qui a un cabinet de recrutement dans le sport qui me dit viens travailler avec moi, j'ai plus le temps de m'en occuper, donc je fais ça en même temps que je continue à me former et continue un petit peu à peaufiner mon activité d'après. Et je décide aussi de divorcer, donc c'est voilà beaucoup de choses beaucoup de changements, ouais, qui s'entrechoquent. Et puis il y a une deuxième opération en 2017 aussi pour les mêmes raisons que la première, donc la récidive que j'anticipais s'est effectivement produite. Voilà, donc c'est avec ce paquet-là que j'arrive en 2017-2018 avec peu d'énergie, il faut bien dire. Je suis un peu au bout du rouleau, mentalement, émotionnellement. Je pourrais mettre aujourd'hui des mots type dépression dessus. Ça serait pas très loin en fait. Voilà. Ok. Burn-out, ça serait assez vrai, justifié, même si j'ai déjà un peu des outils qui me permettent de garder le nez en dehors de l'eau. Voilà, je respire encore un petit peu, mais et puis j'ai surtout un bon environnement d'amis en fait qui vont me soutenir, qui vont pour certains aussi me montrer tout simplement ce que je vaux, parce que dans ces moments-là, la confiance en soi et l'estime de soi prend une bonne claque. Très vite. Ouais. Prend une bonne claque, c'est-à-dire que tu te rends compte que t'as pas été forcément alors t'as voué de malchance sur certains aspects, puis t'as pas été bon sur d'autres, quoi, vraiment. Et pour moi, c'est la première fois vraiment. Donc c'est un petit peu résigné que je dis on arrête au japonais. Voilà, c'est parce que j'ai plus d'autres options en fait, et je m'aperçois que j'ai plus non plus l'énergie pour essayer d'autres choses. Voilà. Ouais. C'est plus le bon moment, et t'es plus la bonne personne, quoi. Voilà. Ouais, voilà, exactement. Donc voilà, donc tout ça se met en place. Ok. C'est vrai que Wim Hof m'a amené. Tu le rencontres quand, Wim Hof? Ouais, alors Wim Hof, justement un des copains business là que je rencontre à Paris, ça me fait du bien de parler un petit peu de ça. Puis quand on a des malheurs, on aime bien aller voir des gens qui savent faire, voilà. Et cette personne en question, Laurent, c'est un serial entrepreneur, c'est un ancien triathlète aussi. C'était l'agent de Simon Lessing, le champion du monde en question. Voilà, donc ça fait 17 ans, 18 ans qu'on se connaît. On se prend un café vite fait à Montparnasse. On se parle pas souvent, mais là on se trouve. Et puis on se découvre un penchant pour voilà des thématiques un petit peu plus pas dire ésotériques, mais un petit peu plus décalées par rapport au monde rationnel objectif dans lequel on est. Lui me parle voilà qu'il médite beaucoup. Donc ça me parle un petit peu, qui fait un peu de yoga, qui s'est mis à courir pieds nus. Voilà. Et ça, c'est une démarche qui m'a complètement bluffé. Il m'explique
toutes les étapes pour lui de se mettre à courir pieds nus, mais vraiment pieds nus, hein, et fait des trails. Donc tous les micro-fractures qu'il a eu au départ et comment son pied se renforce et comment à un moment donné ça lui procure un tel sentiment de liberté qu'il peut plus mettre de chaussures. Donc tout ce process, je bois ses paroles vraiment, et jusqu'au moment où il me dit je prends aussi des bains et je mets des glaçons dans ma baignoire et je me baigne dedans. Puis là je me dis il est fou ce gars, parce qu'à l'époque j'ai extrêmement peur du froid. Voilà. Et donc il m'explique, tiens, ça va t'intéresser, tu devrais regarder, télécharge l'application, essaye. Bon, on se quitte là-dessus, quoi. Et puis ça chemine. Et effectivement, je télécharge l'application très vite. Je fais ma première séance de respiration et là, je suis bluffé. Je me dis oui, mais en fait, respirer, ça sert à ça aussi. Et dans ma démarche, il y a toujours la volonté d'aller à la source. Voilà. Tout ce que j'ai toujours fait, c'était au contact des fondateurs de la méthode. Et donc voilà, je regarde le site de Wim Hof, je m'aperçois qu'il y a un process de certification, que pour l'instant il y a qu'un Français qui est certifié, qu'il n'y en a pas d'autres, et donc je les contacte, ils me disent oui, mais la prochaine session c'est complet, je les harcèle, je leur envoie 3, 4, 5, 6 mails jusqu'à un moment donné où ils me disent ok, venez, donc je viens. Et le premier week-end est en Hollande chez Wim, à côté d'Amsterdam. En quelle année, juste pour ça, c'est en 2017, je crois. Ok. Ça doit être ça à peu près, 2017. Donc je suis pas encore parti du Japon là. Donc je fais ce week-end. On est 35 du monde entier. Et donc on passe ce week-end, on se baigne plusieurs fois dans la glace, et c'est encore très très impressionnant pour moi à ce moment-là, toi. J'ai forcément quand j'ai fait la première respiration, tout de suite derrière, j'ai acheté son petit programme de 10 semaines où tu fais tout seul en autonomie, mais je voyais que je faisais des choses pas terribles parce que m'arrivait de perdre connaissance pendant la respiration. Je pourrais expliquer ça tout à l'heure. Oui. Et puis le froid, c'est un cauchemar. Voilà. Je me rappelle, j'achète ce programme de 10 semaines et tout de suite après, je pars au Japon une semaine. C'est l'hiver, on est au mois de décembre. Ça, c'était de décembre 2016. La flotte, la douche caille. Je prends un Airbnb pendant la semaine. J'arrive pas à mettre en place le chauffage. Je me gèle dans l'appartement, vraiment. Comme quoi, il fallait vraiment que je m'y confronte au froid. Et tous les matins, je fais ma respiration. Tous les matins, j'essaie de me mettre sous la douche, mais je suis hyper crispé. C'est vraiment pas du plaisir. Et je me dis, il y a quand même un truc. Quand je regarde Wim Hof, il fait ça en sifflotant, en chantant. Il y a un truc que je comprends pas. Donc il faut que j'aille voir la source, quoi. Voilà, donc on fait ce week-end, on apprend beaucoup de choses. Voilà, il y a un de mes mentors maintenant qui s'appelle Casper Van Der Meulen, qui est chief instructor de ce week-end, qui est visiblement un excellent pédagogue et qui, je pense, qui a contribué à l'essor. À l'essor, mais surtout à la structuration un petit peu du l'organisation. Wim. Voilà, parce que Wim, c'est un gars adorable. À 63 ans, parcours de vie de dingue, des obstacles dans sa vie de fou, une recherche personnelle incroyable, hein, une vingtaine de records dans le Guinness. Mais le gars s'est mis en danger quand même pour aller à la fois construire et éprouver sa méthode, mais il reste un peu fantasque et un peu barré, et quand t'as une motivation profonde comme moi qui est la compréhension, et j'ai vraiment besoin de comprendre les choses. L'expérimenter, c'est bien, mais j'ai besoin ensuite de comprendre la physiologie qu'il y a derrière et pourquoi ça marche. T'as besoin d'un autre professeur aussi qui te fait un second message, ouais. Voilà. Et là, Casper est remarquable parce que c'est un prof hors pair, une pédagogie incroyable, et il a des connaissances, il est biologiste de formation, des connaissances incroyables. Et d'ailleurs, c'est lui qui va ensuite me former en respiration, parce que lui aussi s'est spécialisé là-dedans, et je vais partir plus tard, c'est il y a 2 ans ça, me former 5 jours à ses côtés pour comprendre tout ce qu'il a compris, quoi. En tout cas, tout ce qu'il veut bien partager. Voilà, donc suite à ce week-end, je repars un petit peu plus armé, quoi. Voilà. Oui. J'ai une meilleure compréhension, même s'il y a encore des gros mots dans toutes les explications. On parle de système nerveux autonome, sympathique, parasympathique, et tout ça, c'est dans les grandes lignes, je le conçois, mais je fais pas encore les liens, en fait. Voilà. Je fais pas le lien avec la respiration ou le froid.
et le stress, et le système nerveux, et les pathologies, et voilà, tout ça pour l'instant, j'ai les briques, mais j'ai pas le mur. Oui. Donc t'as pas encore le ciment pour voilà. faire Donc, le lien. bon, Ok. bah pas très grave, je vais continuer à pratiquer, je vais continuer à lire tous les documents qu'on nous donne. Je vais aussi me documenter tout seul, ça, voilà, aller regarder des études scientifiques. Je vais commencer à regarder ce qui existe en respiration. Et puis je découvre effectivement quelques bouquins, pas mal de livres, notamment au niveau des États-Unis ou de l'Angleterre, de l'Écosse, avec des gens qui ont des méthodes un peu innovantes. Il y a aussi un Russe qui me tape dans l'œil, s'appelle Bouteiko, voilà, qui a révolutionné aussi pas mal de choses. Bon, beaucoup de littérature en anglais, donc je crois que j'ai une trentaine de bouquins sur la respiration derrière moi. Je découvre quelques livres en français, mais à chaque fois je reste un petit peu sur ma faim, c'est-à-dire que c'est pas complet. Il y a beaucoup d'éléments d'explication de comment faire, pourquoi c'est important, mais il y a pas le pourquoi vraiment, et il y a pas le quoi. Il y a pas il y a pas le comment ça marche, pourquoi ça marche. Voilà, au niveau de la physiologie, il y a des grandes explications, mais il n'y a pas l'infiniment petit, et c'est ce qui va m'intéresser d'aller parcourir. Voilà. Justement, avec ce parcours, tout à l'heure on parlait du détail au Japon, c'est ça qui te manque, et c'est ça que tu vas venir combler, quoi. Ouais, le détail, et encore une fois cette compréhension. Tout le travail que j'ai fait sur moi, ou que je suis en train de faire, me montre que la transmission, c'est mon truc. Voilà. Depuis le début, parce que je voulais être prof. Je voulais être prof, j'étais ensuite entraîneur, donc accompagner, transmettre des choses, c'est mon truc, mais pour transmettre, il faut que je comprenne. Voilà. Et de toutes mes études, c'est pas un hasard si j'ai fait maths et physique, c'est que de toutes mes études, j'ai jamais pu apprendre par cœur. Aujourd'hui, je suis nul en histoire, je suis nul en tout ce qu'il faut apprendre. Voilà, tout ça, j'ai aucune idée, mais vraiment aucune idée. C'est même une tare pour moi, parce que quand je visite des châteaux, etc., je fais aucun lien, j'ai aucune référence chronologique de tout ça. Bon, alors maintenant, j'ai appris à accepter, mais en revanche, voilà, dès l'instant où je vais conceptualiser et comprendre une équation, par exemple de physique ou chimie, dès l'instant où je vais être capable de la recréer, de la retrouver, bah c'est bon, j'ai plus pas besoin de la mémoriser, quoi. Voilà. Et donc là, c'est la même chose sur la respiration. Je vais avoir envie et Wim Hof, je vais avoir envie de comprendre vraiment ce qui se passe dans l'infiniment petit et pourquoi ça fonctionne. Et après, je me sentirai capable de l'expliquer. Et là, c'est ce deuxième stage. Avec Capster? Non, avec Wim Hof, là, parce que dans le processus de certification, il y a un week-end et puis ensuite une semaine complète. Et donc là, les 35 qu'on est, on se retrouve en Pologne, à la frontière entre la Pologne et la Tchéquie, et la République tchèque. Et on va passer une semaine ensemble. Et là, tous les jours, on a vraiment des lectures, des conférences par Casper notamment, qui sont très très pointues. Et puis entre nous aussi. Voilà, j'ai un copain français qui s'appelle Mathieu, qui est ostéo de formation et qui s'est passionné pour un truc qui pour le moment est un gros mot pour moi, mais c'est la théorie polyvagale, le nerf vague. Et donc il parle de ça à tour de bras et moi je ne comprends rien. Donc je l'écoute, j'arrive pas à participer, je l'écoute, je me dis c'est encore un truc de plus, donc je suis déjà en train de me dépatouiller avec Wim Hof, donc si on me rajoute une case, je vais me perdre, donc je le mets quelque part et je vais ouvrir cette case un petit peu plus tard avec la respiration et là je vais faire pas mal le lien, quoi. Donc cette semaine avec Wim Hof, elle est intéressante parce que c'est extrêmement multiculturel. Il y a un objectif à cette semaine qui est de faire une sortie en montagne en short, torse nu. Je crois qu'il faisait entre -10 et -15 au sommet avec du vent et beaucoup de neige, beaucoup de congères, voilà, un environnement assez complexe quand même. Et si tu veux, on a ça dans la tête toute la semaine. C'est-à-dire, on fait plein d'activités, on va se jeter dans des cascades, etc. En plus, il y a France 2 qui vient faire un reportage là sur les pouvoirs extraordinaires de votre corps. Ah ouais, avec Michel Simès là. Voilà, ouais. Donc il y a des journalistes de cette émission qui viennent faire des prises de vue, etc. Donc on est un petit peu là-dedans, mais tous on a ce truc du dernier jour là qui nous stresse à mort. La veille, on était
comme des dingues à se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on mange, allez, il faut manger du gras, faut manger n'importe quoi. Mais voilà, on était vraiment dans le stress à fond. Et puis vient ce matin où voilà, on prend le bus pour aller c'est juste Au sur départ. la crête, c'est la frontière entre les deux pays. C'est assez magique. Voilà, c'est vraiment une crête comme ça. Et puis t'arrives au sommet sur un observatoire. Et donc voilà, on sort du bus, on se dessape, on a un petit sac à dos avec un truc au cas où. Mm-hmm. Et puis sinon, bah voilà, on est torse nu en short, sans gants, sans rien. Donc Wim se marre. Les 2-3 instructeurs chevronnés qui sont avec lui, c'est détendu. Et puis bah nous, on se dit bah voilà, faut y aller quoi, faut y aller. Et puis on y va, et puis chacun son rythme, et puis chacun fait les observations qu'il fera. Et moi, je connais quand même pas mal de choses. Ouais. Je fais le lien avec alors le mental forcément, hein, mais plus un mental, étonnamment, pas un mental de combat contre l'élément, mais un mental d'acceptation. D'accueil. Ouais. Et ça change tout en fait. Ça change tout dans l'approche, dans la typologie de la respiration qui se met en place pendant ce parcours. Et arriver en haut, ben ouais, c'est super. C'est super. Au final, on n'a pas trop souffert. Et quand les instructeurs disent, bah, vous pouvez vous rhabiller pour repartir si vous voulez, ben finalement, je me rhabille pas. Je fais partie des quelques-uns qui se rhabillent pas et qui vont redescendre aussi dans le même équipement. Et là, toute la descente, c'est ouais, je goûte en fait ça. Je goûte cette connexion, je goûte cette découverte en me disant ça y est, j'ai pigé un truc. Alors je fais pas encore tous les liens dans l'infiniment petit parce que j'ai pas ces connaissances encore. Mais en tout cas, de l'expérimentation, ouais, j'ai vécu des choses chouettes, quoi. Les sensations sont bonnes et agréables. Et est-ce que justement tu peux nous partager là en quelques minutes peut-être ce qui se passe peut-être et ce qui est différent entre quelqu'un qui connaît pas ou qui connecte pas et toi. Si moi je me retrouve dans le froid, qu'est-ce qui se passe et toi ce que tu fais différemment? Ouais, je vais t'expliquer tout ça. Avant ça, juste ça, il y a un élément qui me vient de cette semaine en fait. Oui. Il y avait un exercice un peu fil rouge dans cette semaine. On était voilà 30-35, un futur instructeur. Et il y a un exercice fil rouge qu'on va faire un peu tous les jours, c'est d'aller creuser une partie de notre histoire un peu complexe chacun, et de pouvoir y mettre des mots. Donc on est divisé en petits groupes de 6-7. Hein. Et donc chaque jour, il y a une personne de ce groupe qui passe quoi, à expliquer un peu son histoire. Et très vite, il y a une connexion entre nous qui est très forte. Bon, ouais. ça a été mise en scène par les instructeurs parce que le soir, on arrive de l'avion, il fait nuit, il y a de la neige partout, ils nous emmènent dans la forêt. Et là, ils nous disent, allez-y. Donc, t'es en bas d'une cascade, t'as de la flotte à 2 degrés, et là, faut y aller. Donc, on y va. On est censé être préparé quand même avant, hein, forcément. Et ils nous laissent là. Et sans indication, sans rien, sans instruction. Et donc, on se regarde tous là, un petit peu hébétés, en disant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ouais, il fait nuit, on se voit un peu parce qu'il y a la lune. Et on se met en cercle humain, toi. On se prend tous par les épaules, on forme un magnifique cercle. Et puis on reste là. Et puis on se dit putain, ça va durer combien de temps, quoi, cette histoire? Parce que ça caille quand même. Et puis il y a une personne qui commence à chanter un home de yoga, toi, dans la forêt avec la cascade, sous les arbres, ça prend une résonance de fou. Et tout le monde fait ce chant en même temps. Et là, on crée un truc de dingue. C'est une vibration que tout le monde a ressenti. Du coup, le froid n'existe plus. Il y a que nous, en fait. Il y a que la relation. Cohésion. Voilà. Et bon, au bout de 10 minutes quand même, hein, ils nous disent de sortir. Donc, il fait -5 dehors. Donc, faut se rhabiller. Tu trembles à moitié. T'as encore 500 mètres à rentrer avec des pieds qui sont durs comme le bois dans la forêt. Mais là, il s'est passé un truc. Et tout de suite, derrière, on met en place cet exercice qui est un peu un exercice de vulnérabilité quelque part. Oui. Qu'est-ce que je peux connecter de moi qui est un peu authentique et comment je l'exprime aux autres? Comment le groupe va me porter aussi pour exprimer ça?
Et donc là, on a tous nos histoires, mais il y a des histoires qui sont très 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 émouvantes, vraiment. Et au-delà des histoires qui sont racontées par chacun, c'est la possibilité de chacun d'être en confiance, en sécurité psychologique, de se livrer, de faire ce travail sur soi, en fait, de connecter ces éléments qu'il n'avait peut-être jamais connectés, et de basculer complètement, de changer. Mais au fur et à mesure que l'histoire sort, tu vois les visages qui changent. Et je me rappellerai notamment de ce Néo-Zélandais là, qui raconte des choses terribles de son enfance, abusée, etc., et qu'il a jamais dit à personne. Donc il trouve la force dans ce groupe de dire ça, et ça le transforme à jamais. Et le gars aujourd'hui est un instructeur. Il a nagé sous la glace. Il a réellement mis en place son rêve d'être coach, etc. Il est transformé. Mais il est transformé grâce à ça. Et pourquoi je raconte ça? Parce que ça se transpose directement dans notre randonnée, en fait, ça. Cette acceptation de la vulnérabilité, elle est importante déjà, parce qu'elle va nous amener à pas nous battre contre l'événement. Et c'est ça qui va peut-être différencier quelqu'un qui a fait un petit peu de travail et qui a 2-3 techniques, de quelqu'un à qui on va dire ok, va dans le froid, et en général on va se contracter, on va respirer très vite, l'image que je prends généralement, c'est un peu le bout de bois entre les dents, et on attend que ça passe. Effectivement, l'humain est capable de résister à plein de choses parce qu'il y a une capacité de résilience très très forte, mais c'est pas dans cette zone-là qu'on va apprendre. On va apprendre plutôt alors j'aime pas trop lâcher prise parce que le mot est galvaudé, mais dans l'accueil, le mot que tu as utilisé tout à l'heure, l'accueil, ouais. Voilà, l'accueil, c'est pas que j'abandonne, au contraire, mais je me mets à égalité, quoi. Voilà. Je suis pas dans la lutte non plus, je suis dans vivre l'instant, et il y a pas d'autre outil plus merveilleux que la respiration pour ça. À chaque fois que c'est difficile, à chaque fois que les sensations me rappellent à la dureté de l'épreuve ou la douleur, je vais revenir dans ma respiration. Je vais déjà connecter ma respiration. Moi, par exemple, je visualise le chemin de l'air dans tout mon trajet respiratoire. Et ça occupe mon mental. Et en même temps, ça me permet d'apaiser ma respiration et plutôt la déclencher sous un mode de détente. Mmh. Hein, le mot parasympathique va sortir, mais c'est comment je peux engager ma zone parasympathique, qui est plutôt une zone de conscience de moi, d'acceptation, d'accès à mes ressources. Voilà, parce que justement, je suis pas en combat ou je suis pas en fuite. Donc, de faire ça déjà, ça va me permettre de mieux vivre cet élément. Et puis après, les ressources internes font le reste, quoi. Voilà. En soi, il y a rien de... Il y a rien de magique. Non, il y a rien de surhumain, quoi. Il y a rien de surhumain. Il y a juste une posture différente. Voilà. Et la magie, après, c'est comment cette posture-là, une fois que je l'ai connectée, et puis que je vais pouvoir la faire grandir par répétition. C'est-à-dire que tous les jours, je vais pouvoir peut-être me confronter à des douches froides, par exemple, ou si c'est l'hiver, peut-être sortir un petit peu moins couvert que d'habitude. Voilà. Et puis sentir le froid en moi. Donc ça va me permettre de faire grandir cette zone d'acceptation ou d'accueil, et je vais pouvoir la transposer dans tellement d'autres secteurs de vie. Voilà. Tous les éléments stressants, je vais pouvoir me présenter à eux comme ça. Alors c'est jamais gagné, hein. Voilà. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai encore plein de moments, et heureusement, hein, où je suis pris à défaut, où la vie me montre que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et beaucoup de choses encore à assimiler ou à dépasser, mais on gagne un peu. On gagne un peu sur quoi? On gagne un peu sur le contrôle de soi. On gagne un peu sur la réappropriation de son corps et de son mental. Et on est un petit peu moins dépendant des autres, et un petit peu moins soumis à l'environnement. Et on gagne aussi sûrement en termes de délai. Quand il nous arrive un obstacle, un choc, au lieu d'attendre, 15 jours pour s'en remettre et accepter, et passer peut-être de toutes ces étapes là, colère, acceptation, peut-être qu'en 1 heure ou en 1 journée, tu peux balayer tout ça et accepter et passer outre. Oui, alors, et puis ça va aller de plus en plus vite. Oui. Plus on s'entraîne, plus ça va vite. Et plus on s'entraîne, plus on a cette capacité, en fait, à mettre un temps d'observation,
entre l'événement en question et l'action ou la réaction que je vais mettre en œuvre. C'est-à-dire, si j'ai pas ce temps-là, alors c'est mon système nerveux autonome qui va réagir pour moi. Et la stratégie mise en œuvre dans la réaction va être fonction de mon catalogue de réactions que j'ai, que ça soit de manière innée ou de manière acquise. Mais si je mets un petit temps, c'est pas long, hein, c'est 2-3 secondes, pour dire voilà ce qui se passe et voilà comment j'étais prêt à réagir, est-ce que c'est juste? Ce temps-là, je peux l'avoir avec la respiration aussi. Un événement arrive, je me mets dans ma respiration, j'ai accès à moi et donc j'observe ce qui va se présenter et je décide de l'exprimer ou pas. Si c'est juste, ça peut se mettre en place, très bien, c'est autonome, c'est rodé. Si c'est pas juste, peut-être que je peux proposer autre chose grâce au conscient et faire des choses un petit peu plus alignées, en adéquation avec l'événement en question. J'interviens beaucoup en entreprise et je prends souvent l'exemple de l'email. Tu vois, l'email qui t'agace, qui t'agresse ou qui t'agace un peu. Si je reste dans l'inconscient et que je suis plutôt en mode combat parce que c'est ma nature, je vais refaire un mail un petit peu plus fort en réponse. Je vais l'envoyer et puis je vais pouvoir me détendre. Sauf que derrière, j'ai renvoyé un scud et c'était pas voilà. Si je suis en mode fuite, je vais supprimer le mail. Ça va me ronger toute la soirée et puis j'aurai rien résolu non plus. Si je suis un petit peu conscient, si j'ai la capacité de prendre le mail, respirer un peu et de me dire ok, qu'est-ce qui serait bien de mettre en place? Comment je pourrais répondre? Qui serait peut-être pas mon pied d'appel autonome, mais je mets un petit peu de moi, un petit peu de conscient. Voilà comment on fait les choses différemment. Voilà. Et ça, je le tire de cette expérience Wim Hof. Ça peut être paradoxal, hein, mais c'est vraiment ce que j'ai retenu le plus fort, quoi. Ok. Et donc justement là, tu commences à parler un petit peu de l'organisation et tes activités actuelles. Ouais. Alors il y a peut-être eu une première phase avant confinement et depuis un petit peu plus à distance. Mais comment tu as du coup basculé totalement sur ce côté instructeur de la méthode et peut-être un peu plus nous parler de comment tu peux et comment tu as créé peut-être des formations, des stages, des outils pour former et accompagner les personnes soit en entreprise, soit du coup en individuel, c'est ça? Ouais, bien sûr. Donc du coup quand je restructure l'aventure japonaise, là ça me laisse un petit peu de temps pour continuer à me former et puis ensuite je travaille dans le recrutement, donc je suis chasseur de tête comme on dit dans le sport, donc un univers que je connais assez bien. Et donc ça me connecte à l'humain, voilà. J'ai pensé au départ que ça allait me connecter à l'humain d'une manière un peu vertueuse, dans le sens bien se connaître, bien connaître les gens, etc. Et puis je m'aperçois que c'est quand même malgré tout un monde de business où faut aller vite, ou voilà. Donc c'est pas encore exactement les valeurs que je recherchais. Donc je continue à chercher et puis j'ai toujours cette transmission en tête. Alors effectivement, je vais organiser des ateliers Wim Hof très vite après ma certification, prendre beaucoup de plaisir à ça. Et au fur et à mesure que je les organise, je connecte des choses un petit peu plus profondes aussi. Voilà. C'est souvent dans l'expérimentation et au contact des gens qu'on forme qu'on apprend aussi. Faut pas croire les gens qu'on accompagne nous apprennent beaucoup sur nous. Oui, parce que là, tu avais expérimenté, donc ressenti à l'intérieur, mais là, tu observes les réactions et Exactement. Les déblocages, les déclics qui se passent devant toi, quoi. Et puis la diversité de l'humain, quoi. Voilà. Et autant quand on est en entreprise, on voit bien que les gens ont des vies perso, ont des batailles personnelles, mais c'est pas forcément en tout cas encore l'endroit propice à évoquer tout ça dans le détail. Surtout quand t'es le patron, entre guillemets. Voilà. T'es pas forcément le bienvenu d'aller dans ces zones-là avec les gens avec qui tu collabores. Et donc quand tu formes, quand tu accompagnes sur Wim Hof par exemple, tu perçois en fait la contribution que cette méthode va apporter.
et du coup tu perçois aussi la souffrance ou les choses que chacun essaye de dépasser. Et c'est vrai que au-delà de l'expérience hyper marketing et instagrammable du bain froid, il y a tout le reste, quoi. Il y a tout ce qui se passe pendant, quand les gens me regardent. Voilà. Et là, dans ce moment-là où on est à la frontière entre la lutte et la fuite, et puis qu'on essaye de mettre en place du contrôle pour apprendre et accueillir, il se passe tellement de choses. Et derrière, il y a tellement d'émotions quand les gens ressortent avec cette compréhension d'eux-mêmes. Voilà. Donc dès l'instant où je mets ça en place, je sais que c'est dans cette zone-là que je veux agir. Et mes formations complémentaires, que ce soit de coaching systémique ou d'outils psychométriques, et même de médecine chinoise, parce que ça donne une autre lecture de l'humain. Je vais essayer de trouver les moyens de mettre ça en œuvre, quoi. Voilà. Donc là aussi, j'ai pas tout fait bien. Hein. J'ai ouvert un bureau juste avant le confinement, 6 mois avant, et puis je l'ai fermé juste avant que le confinement arrive. Heureusement, sinon c'était les frais fixes encore. Mais voilà, donc je fais ça et puis c'est pas ça. J'essaye à un moment donné d'exercer en tant qu'acupuncteur, et puis ça me plaît pas parce que les gens arrivent déjà avec des problèmes et ça me va pas en fait. Je me dis mais non, Toi, tu veux prévenir. Ouais, moi ce qui me plaît c'est de donner des clés avant que ça soit problématique. Donc du coup, le coaching ça avance. Je m'installe dans un nouvel appartement et je rencontre un voisin qui est anglais et il me dit mais qu'est-ce que tu fais comme métier et je lui dis je suis coach. Alors que d'habitude je réponds je suis dans le recrutement à cette époque-là, mais là je lui dis je suis coach. Ce qui est vrai, hein, je suis formé, je travaille en tant que coach aussi. Et il me dit ça tombe bien, j'en cherche. Voilà. Et donc on commence une collaboration. Et lui, il travaille dans une société anglaise qui intervient auprès de grands groupes et de grandes institutions comme les Nations Unies, l'UNICEF, la Commission européenne, DHL et compagnie. Et on fait des formations management, mais dans ces formations management, il y a de la place pour comprendre le cerveau, comprendre les émotions, comprendre la sécurité psychologique, comprendre la résilience, comprendre l'engagement, la motivation. Et tout ça, paf, je commence à faire des liens. Et j'amène un peu de respiration dans ces zones-là parce que et je découvre que les gens sont hyper réceptifs et en demande. Et demandeurs, oui, c'était ce que j'allais dire. Et là, je me dis, waouh, cette respiration quand même, il y a forcément quelque chose à faire et c'est là où je vais vraiment me former. Voilà. Donc là, je vais passer ma certification Buteyko, passer ma certification Oxygen Advantage, qui sont 2 autres méthodes. Je vais aller voir Casper pendant 5 jours. Casper a pas de méthode à son nom et c'est son ancrage et c'est aussi ma posture aujourd'hui. Mais il est là pour expliquer la source de la respiration et c'est ce que je fais aujourd'hui aussi dans mes stages. Voilà, ça m'intéresse pas de développer une méthode Stéphane qui serait une énième méthode de respiration où je vais changer 2-3 petits paramètres à 2 secondes près et puis essayer d'avoir des effets qui sont déjà produits par des respirations qui existent. Ça m'intéresse plus aujourd'hui de donner les clés de compréhension de comment la respiration interagit avec la physiologie, avec l'émotionnel, avec le mental, pour que chacun ensuite puisse avoir la possibilité de construire sa propre méthode si l'envie lui prend, quoi. Ouais. Donc ce processus de formation, il dure 4-5 ans quand même sur la respiration. Hein. Ça commence en 2016-2017 avec Wim Hof et ça se termine. Enfin, c'est pas terminé. Hein, mais ça nous amène jusque là. Ouais. Voilà, et on va dire que c'est bien avancé. Je pense aujourd'hui avoir une très bonne compréhension. J'ai encore des choses qui m'attirent dans cet univers, mais qui sont plus du domaine des états conscients modifiés. État de conscience modifié que j'ai pas encore été trop voir pour l'instant à part avec les 2 respirations Wim Hof. Donc je sais que la respiration permet aussi tout ça et ça fait partie des recherches futures. Super. Donc un petit peu auto-hypnose, des choses comme ça. Je le fais par accident. Ouais. Mon ami est hypnothérapeute. Voilà, c'est le retour qu'elle va me donner sur un atelier que j'ai parfois des techniques, mais c'est pas du tout planifié parce que je le fais avec mon cœur là vraiment et avec le ressenti. Mais oui, pourquoi pas.
Et donc ça nous amène à peut-être une plus grande justement respiration apportée par cette période où on est un petit peu resté à la maison et un petit peu à distance. C'est grâce à ça ou que tu t'autorises et que tu te lances dans l'écriture d'un livre? Alors déjà, l'écriture d'un livre, c'est un rêve d'enfant. Voilà, donc ça remonte à très très loin. Je pense que c'est un tout petit peu avant l'adolescence. Et je sais pas l'expliquer en fait. Je sais pas l'expliquer. Je me dis qu'il faut que j'écrive. Voilà. Alors quand je suis chez Triathlète Magazine et que j'écris 10 pages par mois, c'est déjà un début. Oui. Et ça me permet de rôder un certain style, on va dire. Petit, je m'essaye au roman. Alors c'est marrant, c'est une anecdote folle parce que je me lève un matin, mais je suis gamin, hein, je dois avoir 12-13 ans, et je me dis tiens, je vais écrire un livre sur le Titanic. Et moi, en fait, je le sais pas encore à l'époque, mais je suis pas quelqu'un de détail. Je suis incapable d'écrire un roman, en fait. Voilà. Et donc, en une page, mon Titanic est déjà coulé et le roman est terminé. Parce que début, j'ai pas l'imagination au service de ça, en fait. Voilà. J'ai pas l'imagination au service de l'histoire. J'ai de l'imagination au service de la conceptualisation pour faire comprendre et moi comprendre. Mais pas du tout pour décrire un environnement, pour mettre en scène, etc. Bref, donc ça c'est un échec total dont je suis très bien relevé. Hein. Mais donc cette écriture est une obsession vraiment. Et dès l'instant où je commence à me poser des questions sur mon histoire d'après, ma vie professionnelle d'après, ça en fait partie. Je sais pas encore quel sujet, je sais pas encore quand, ça en fait partie. Et certainement que j'ai pas encore ni la confiance ni l'estime de moi suffisante pour me lancer. Voilà. Et l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui est un vrai challenge pour moi. Hein. Ça s'entend peut-être pas, mais laisser comme ça quelque chose sur la toile qui soit aussi intime, authentique, ça me rend vulnérable. Alors un petit peu moins maintenant parce que j'ai bien bossé. Oui, ça se sent. Mais ça a été très très longtemps un souci. Voilà. Donc l'idée d'écrire, pareil. Voilà. Et je pense que là c'est grâce à la femme avec qui je vis aujourd'hui, voilà, Géraldine, qui m'a vraiment aidé à renforcer cette confiance, à me faire prendre conscience de ma manière singulière de faire les choses. Pourtant, je l'ai travaillé avec des outils, etc. Mais quand c'est dit avec l'amour, c'est toujours plus fort. Et puis à me montrer aussi, manière induite, manière très subtile, comme elle sait faire, peut-être les champs sur lesquels je pourrais être suffisamment légitime pour être en estime et en confiance. Et c'est vrai que la respiration s'impose petit à petit. Et donc quelques mois avant le premier confinement, ah oui, d'accord. Donc janvier, je jette les bases en fait de mon bouquin. Voilà, le plan. Ouais, le plan. L'intention. Le pourquoi, ouais, voilà. Et j'ai été marqué par l'approche de Casper et ça vient résonner avec ma motivation profonde de compréhension. Je me dis, oui, en fait, c'est tellement évident de peut-être donner des clés de compréhension plutôt que de donner des recettes. Hein, c'est un peu apprenez à pêcher plutôt que donner un poisson. Hein, c'est un peu cette idée. Et donc je commence à griffonner mon plan, je regarde tous les bouquins que j'ai lus, toutes les études scientifiques, je commence à essayer de mettre ça à peu près dans l'ordre. Et puis le confinement arrive, donc j'ai pas écrit grand chose encore. J'ai écrit mon intro, voilà, qui est en partie ce qu'on vient d'expliquer, parce que pour moi c'est important qu'il y ait une logique de cheminement en fait. Oui. Ça. Convaincu que la vie nous prépare en fait, convaincu que toutes les expériences de vie à un moment donné nous préparent à mettre en œuvre ce qui est peut-être du domaine du rêve initial. Les points se relient à un moment. Voilà. Et je m'aperçois effectivement que mon parcours scientifique, tu l'as mentionné, me permet d'avoir accès à des éléments de biochimie ou de chimie et de comprendre, voilà, que d'avoir travaillé 20 ans à l'international me donne un niveau d'anglais qui me permet de piocher dans toutes ces ressources et d'être à l'aise pour les digérer, et ainsi de suite, quoi. Voilà.
Et donc le confinement arrive, du coup je me dis waouh putain c'est cool, j'ai du temps pour commencer à écrire et donc je vais commencer, mais j'ai toujours très peur et puis et en même temps je dis oui, ça serait aussi bien que j'expérimente la respiration vraiment. Alors pas pour moi parce que ça fait pas mal de temps que je le respire beaucoup, mais je me dis tiens je vais organiser des webinaires et je vais aider les gens pendant cette période-là à mieux gérer leur stress, à peut-être pas être seul. Donc tous les dimanches soirs, je fais un webinaire. J'en suis au numéro 17 parce qu'après le confinement, j'ai gardé un petit rythme. Et je fais 1 heure et j'ai l'idée en fait de faire des séances de respiration comme on fait une séance de yoga. C'est-à-dire qu'avec un échauffement, avec un corps de séance et ensuite une récupération à la fin. Et je les dessine. C'est-à-dire que je trouve alors je pense pas l'avoir inventé, hein, je pense que je me suis inspiré un peu. Quand on dessine les volumes de la respiration, on fait des courbes comme ça, oui. avec des volumes. Et je m'approprie ça, et je dessine toute ma séance avec ces différents volumes qu'on va aller chercher, etc. Et ça fait des magnifiques partitions de musique. Voilà. Donc c'est vraiment des flots de respiration. Et je lance ça avec toujours la trouille de mettre un événement sur Facebook pour que les gens viennent. C'est à la fois la trouille de m'exposer, à la fois je pense la trouille de dire tiens est-ce que les gens vont trouver intéressant ce que je fais, voilà. Est-ce que ça va renforcer ma confiance ou est-ce que ça va la casser la casser un peu plus. Et puis voilà, un premier webinaire, 2 premiers webinaires et au 3e on est 400 et là je me dis waouh c'est cool parce que je prends un énorme plaisir à ça et je commence à avoir des retours de gens qui me disent ouais, c'est super, ça m'apporte beaucoup, merci beaucoup, etc. Je fais tout ça gratuitement, c'est super. Des gens commencent à me dire mais comment on peut vous rétribuer, et je me dis bon j'ai pas forcément envie de demander des sous, mais du coup j'ouvre un don à une association contre la mucoviscidose, qui est une maladie auquel un élément de mon ancienne famille a été confronté et dont elle est décédée. Donc ça compte pour moi cette maladie. C'est aussi une maladie de la respiration notamment, enfin en tout cas qui s'exprime très fortement dans la respiration. Et donc voilà, j'arrive à lever près de 2000 € à travers ces webinaires. Tu vois, c'est chouette. Et je continue à écrire. Et là ça devient une obsession en fait. Mais à tel point que j'ai du mal à m'impliquer dans tout le reste. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, écrire ça me nourrit pas. C'est énormément de doutes, énormément de charge mentale en fait. Et mon amoureuse va supporter ça pendant 1 an, ou 15 mois même. Elle va souvent même me rattraper, désespérée parce que j'ai l'impression que ça avance pas ou que ce que je produis est pas terrible. Et donc elle va me récupérer, me remotiver, voire m'engueuler parfois. Et donc ce soutien-là a été incroyable, vraiment. Et je fais tout le reste un peu vite quoi. Enfin, je le fais bien. Par nécessité, voilà, juste. Mais voilà, parce qu'il faut que je facture des trucs, il faut que je suis indépendant, donc il faut que je vive un petit peu. J'ai la chance que tous les projets que j'avais en présentiel se transforment en distanciel. Oui. Donc toutes les formations de manager, tout ça, on les transforme en Zoom et ça se passe plutôt bien. Et voilà, et ça dure jusqu'en juin 2021, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours semaines, là, voilà, j'ai envoyé mon manuscrit au terme d'un dernier mois de folie où je dors 2 à 3 heures par nuit, voire moins, pour terminer l'écriture, pour relire, faire tous les schémas avec un copain graphiste que je veux dans le livre. Et j'envoie mon manuscrit le 4 juin. Voilà. Je me souviens de cette date parce que moi je suis né le 6 avril, le 6-4, et je l'envoie le 4-6. Au terme d'un week-end complet enfermé dans un hôtel, parce qu'il fallait aussi que je sorte de l'environnement et surtout que je m'immerge complètement. Voilà. Et pendant ce week-end, je vais bosser 20 heures par jour. Et voilà, et j'envoie ce manuscrit, je le relis forcément plusieurs fois. J'en suis à peu près satisfait. Les retours des 2 seules personnes qui l'ont lu, c'est-à-dire Géraldine et puis Didier, mon meilleur ami, sont plutôt bons aussi.
Donc là, j'attends le retour de l'éditeur avec les demandes de correction et les aménagements pour une sortie en octobre. Donc voilà, là on est au mois de juillet, donc une sortie en octobre. Et parce que j'en ai pas assez, parce que c'est aussi un trait caractéristique de mettre 2 litres dans un litre pour moi, donc faire beaucoup de choses en même temps. J'avais planifié une formation, ma première masterclass de respiration, une semaine plus tard. Donc en mi-juin là, mi-juin. Voilà. Ouais. Donc je rends le manuscrit le 4 et le 12, j'ai 8 stagiaires pour la respiration. Sur 4 jours. D'accord? Formation de 4 jours. Et voilà, qui s'est super bien déroulé. Mon intention, c'était de faire une formation sans communiquer, parce que je veux la rôder, en fait. Je veux vraiment m'assurer qu'elle apporte des choses. Et cette formation, qui va devenir une certification, l'idée, c'est d'apporter les clés aux gens qui ont le plus besoin de la respiration dans leur métier, peut-être. Les managers. Alors, les managers, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas la première cible encore. La première cible, c'était plutôt les accompagnants au sens large. Okay. Donc, les professionnels de santé, les coachs, les profs de yoga, les entraîneurs. Qui vont être au contact d'humains. Parce que je me suis dit, bah, tiens, comment ce message, il peut être porté au plus grand nombre? Alors, je peux effectivement faire des masterclass avec on va dire des individus, entre guillemets, qui vont prendre ça pour eux, mais je peux peut-être aussi former des gens qui vont l'utiliser pour d'autres. Et inspirer comme ça, au final, des millions. Exactement. Ouais. Et si je forme un kiné qui voit 15 patients dans la journée, c'est 15 opportunités pour un individu d'être rappelé à l'ordre sur la respiration en disant attention, c'est important, et voilà comment ça marche, et voilà ce que je vous conseille de faire. Et voilà ce qui m'anime. Voilà. Ouais. Donc là, je suis en train de peaufiner le programme qui va être un parcours de 3 mois de certification avec un temps de 4 jours bloqué sur le contenu, un parcours individuel de mise à niveau en respiration coaché en coaching avec moi, ouais. Voilà, en coaching avec moi pendant 6 semaines, et ensuite une expérimentation du savoir in vivo, c'est-à-dire vers des gens qui vont en bénéficier, et puis quelques cas expliqués pour que je puisse valider la compréhension et la mise en œuvre des gens qui font partie de cette formation. Voilà. Ok, super. Et donc ça peut être c'est totalement en complément du livre. Oui, c'est complètement raccord avec le livre. Le livre est quelque part un support de cette formation, parce que le livre scinde la respiration, en tout cas met la lumière sur la respiration sur 3 axes. Le premier axe, c'est ce que j'ai appelé la respiration mécanique, cinétique. C'est-à-dire comment j'utilise mes muscles pour faire rentrer l'air dans mes poumons. Voilà, je m'arrête là déjà. Voilà. Comment ça se passe, comment on le fait bien, comment on peut l'optimiser, comment on peut le rendre efficace quand je suis un athlète de haut niveau, comment on peut le rendre efficace quand je suis plutôt que sédentaire mais que je veux être en bonne santé. Donc ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est comment je m'assure que l'oxygène arrive effectivement au sein des cellules qui en ont besoin, qui doivent respirer et qui en ont besoin. Donc là aussi, il y a tout un travail qui va influer sur ma manière de respirer. Et ça aussi, je peux l'entraîner, ça aussi, je peux le développer. Et d'ailleurs, c'est cette zone-là qui, selon moi, un élément essentiel pour la compréhension de certaines pathologies. On va voir que le 3e volet aussi, mais celui-là est hyper intéressant. Et le 3e volet, c'est comment ma respiration va influer sur mon système nerveux autonome qui, en dehors de la respiration, peut difficilement être influencé. Et quand j'influence, comment je peux reconnaître mes états mentaux, émotionnels, physiques, décider si ces états me conviennent ou pas, et s'ils ne me conviennent pas, mettre en place un changement, toujours grâce à la respiration. Et là, on va se parler de la fameuse théorie polyvagale que je mentionnais tout à l'heure, qui était un gros mot pour moi à cette époque-là, et comment je fais ce lien-là avec la respiration, comment
comment le nerf vague, le sympathique, le parasympathique me donnent finalement une lecture de l'humain un petit peu différente. Je peux aujourd'hui regarder, d'ailleurs c'est quasiment ce que je fais en permanence, c'est comme une grille de lecture. Voilà. Ok. Bah là, je suis plutôt dans telle zone parce qu'il y a ça et ça, tel phénomène qui se présente. Ok. Est-ce que cette zone-là est la bonne zone pour ce que j'ai à faire maintenant? Et si c'est pas la bonne, je peux changer de zone. Ouais. D'accord. Et donc je deviens propriétaire de mes états, responsable de mes états et en capacité d'influer sur mes états aussi. Voilà. Donc c'est vraiment je rends de la responsabilité, de l'autonomie grâce à la respiration et à la possibilité d'observer tout ça. Voilà. Et tout ça packagé, voilà, ça fait une formation avec une 4e journée qui va être la mise en œuvre de tout ça, mais aussi on arrive sur la performance sportive notamment, et comment la respiration peut être un levier incroyable de performance et que j'aurais aimé connaître il y a 20 ans. Voilà. T'aurais peut-être pu soit aller taquiner le champion du monde, en tout cas. Ouais, en tout cas, j'aurais peut-être par pris exemple un plaisir différent. Voilà, j'aurais peut-être par exemple réussi à prendre du plaisir dans la course à pied, parce que je n'y allais pas, parce que c'est mental, hein, c'est juste mental, et que j'aurais eu peut-être d'autres clés pour pouvoir dépasser ça, quoi. Ouais, je comprends tout ça et c'est très très riche et le titre du livre, on peut le communiquer? Il est pas encore finalisé. Voilà, okay. Ça fait partie des choses qu'on va faire en dernier. Ok. Le titre d'intention que j'avais mis, c'était la respiration dans tous nos états. Pour vraiment insister sur le fait que, voilà, on avait un véritable levier là pour interférer sur. Ok. Et c'est là où je remercie Wim, quoi, vraiment. Je remercie Wim Hof parce qu'en nous mettant dans une difficulté comme un bain froid ou des températures extérieures de moins 10, moins 15, il nous a obligés, il nous a mis dans des conditions qui forçaient la compréhension de la respiration. Voilà. Parce qu'avant, j'ai fait du yoga, j'ai fait des arts martiaux, etc. Et bien sûr, la respiration est très présente, mais jamais personne m'a expliqué comment ça marchait et comment ça interférait avec mon système. Et c'est ce qui m'a motivé dans ce livre, quoi. Voilà. Et vraiment libérer toutes ces clés, quoi. Ouais, c'est la compréhension rend autonome, hein. C'est une forme de liberté de comprendre, d'être conscient des choses. Après, on peut décider en conscience, justement. Et je peux décider de pas faire de respiration, mais au moins je sais éventuellement ce que je risque et ce que je rate. Voilà. Mais tant que j'ai pas cette conscience-là, c'est pas vraiment moi qui décide, c'est une partie autonome de moi. Et ça dépend tellement de choses. Justement, j'avais une question sur tout à l'heure, tu parlais de Wim Hof qui avait plusieurs records. Est-ce que toi, tu as des records ou en tout cas, est-ce que tu peux nous partager tes propres records, je sais pas, de température, de je sais pas, de douche froide, quelle est la température ou je sais pas si tu fais un peu d'apnée, voilà. Est-ce que tu as des petits chiffres comme ça? Oui, je peux donner des chiffres, même si c'est forcément pas ça te représente première. Oui. Hein, mais disons que ça fait des points de repère. Voilà. Oui, voilà. Juste comme ça qu'il faut aller voir. Donc dans les points de repère, suite à Wim Hof, je suis allé me former avec un monsieur qui s'appelle Maurice Daubard, qui est un monsieur de 91 ans maintenant, je pense. C'est son fils maintenant qui fait les stages, qui est lui pratique le yoga Tummo, voilà, qui est un yoga du froid aussi. Ok. Et j'étais allé le voir en Italie où il fait ses stages, où j'en fais quelques-uns aussi maintenant parce que je trouve l'endroit magnifique. Et donc là, au cours de la semaine avec lui, on allait justement augmenter régulièrement les temps d'immersion. Et j'ai dû faire 20 ou 25 minutes à 2 degrés, voilà. Et ça avait été à la fois très surprenant à quel point c'était devenu
très confortable d'être dans ce bain, vraiment. Il y a même une limite de chaleur qui était là. En revanche, l'après, donc la phase de réchauffement était très longue. Donc c'est forcément quelque chose qu'on doit faire de manière progressive. C'est aussi intéressant d'aller explorer ces zones-là. Forcément, dès l'instant où on a fait le premier bain, on a envie de voir si l'humain est ainsi fait que la possibilité de croître est importante, d'accord. Et derrière la croissance, il y a la notion de performance qui est jamais très loin. Mais il faut être vraiment vigilant sur la rapidité à laquelle on va aller s'exposer longtemps. Et surtout s'assurer d'être entouré avec des gens qui savent, parce que voilà, c'est pas anodin comme expérience. C'est peut-être un peu comme l'ivresse des profondeurs. Tu peux avoir exactement, un petit peu exactement. Ouais, je commence à faire un petit peu d'apnée. C'est pareil. C'est besoin d'encadrement. C'est important. Et tu voulais un temps d'apnée, voilà, en apnée statique, je fais 3 minutes 50 à peu près. Voilà. Donc c'est en préparation d'apnée, hein, pas en préparation Wim Hof. Okay. Et donc c'est des scores sympas, voilà. Mais c'est surtout la sensation que ça donne en fait pendant ce moment. Tout s'arrête. Ouais, tout s'arrête. On est vraiment connecté à soi. Il y a le temps d'observer en fait ce qui se passe. Et du coup, pour moi, l'observation sert à parfaire la connaissance de soi. Voilà. Après, chacun mettra un objectif derrière l'observation, mais en tout cas pour moi, c'est toujours cette recherche de mieux comprendre ce qui se passe et puis de continuer à régler ce que j'ai à régler, parce que c'est pas fini. Un de mes bouquins favoris, c'est un bouquin de Thierry Janssen qui s'appelle Le travail d'une vie. Et pour moi, voilà, pour avoir fait quelques cours de développement personnel en école de commerce, je dis toujours à mes étudiants, voilà, là on se parle 21 heures, c'est forcément une introduction. Maintenant, le reste vous appartient et en revanche, en général, dès l'instant où on est séduit par cette démarche, ça devient non pas obsédant, mais en tout cas un fil rouge, un fil d'Ariane comme ça de notre vie qui va pas nous quitter, quoi. Ouais. Jusqu'au bout, ouais. Ouais. J'ai l'air solennel comme ça, mais c'est plutôt joyeux, hein, comme démarche. Voilà. Après, c'est aussi motivant au final. C'est très motivant, c'est aussi parfois difficile. Voilà. Mettre des changements en place, c'est difficile. Changer d'environnement parce que l'environnement n'est plus porteur, voire délétère, c'est difficile. Et je sais. Quand j'accompagne des gens en entreprise qui souffrent, une fois qu'on a fait le travail sur soi pour être bien, et si on n'est toujours pas bien, c'est que les stimuli extérieurs sont pas les bienvenus finalement. Donc ça peut être aussi bien de prendre une grande respiration et puis de mettre en place des changements quand c'est nécessaire. Super. Justement, peut-être dernière question avant de passer aux petites questions un peu plus légères de la fin. Quelle est est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta routine, peut-être juste sur la respiration? Est-ce que tu as au cours de la journée des moments bien précis et des exercices précis peut-être pour t'amener de l'énergie et potentiellement aussi te préparer à t'endormir? Est-ce que tu as des moments comme ça? Alors la première chose, c'est la conscience de la respiration. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je reviens un nombre incalculable de fois dans la journée. Et dès que je peux, je me surprends dans ma respiration du moment et je remets en place une respiration plus vertueuse, voilà. Plutôt ventrale, plutôt lente, plutôt longue sur l'expire. Si c'est l'état que je veux, hein, si c'est un état plutôt de calme que je cherche, hein. Mais très souvent, voilà, je vais faire quelque chose d'un petit peu complexe sur mon ordinateur ou autre, et puis il y a une apnée qui se met en place ou une respiration qui se modifie. Bon, déjà d'avoir ce réflexe de venir checker régulièrement, est-ce que c'est la juste respiration ou pas. Ça c'est déjà la première chose, et ça ne me quitte pas. Voilà. Ensuite, là ça fait 1 mois que je me ressource parce que je me suis épuisé en fait. Oui, dans l'écriture. Ouais. Mais sinon, quand je fais du sport, je vais respirer essentiellement avec le nez, par exemple. Utiliser du sparadrap sur ma bouche, voire des masques qui vont réduire le débit d'air qui va pouvoir être inhalé par le nez toujours.
D'accord. Ok. Donc que je fasse de la course à pied, du crossfit, du HIIT, voilà, du yoga, je vais mettre ce sparadrap. Et puis en ce moment, justement, petite question là. Pourquoi tu fais ça et pourquoi entre guillemets le fait d'expirer ou d'inspirer par la bouche ça vient vraiment annuler les bienfaits de la respiration? Alors, parce que le travail que je recherche, c'est un travail d'acceptation du dioxyde de carbone. Ok. Et le dioxyde de carbone est très souvent perçu uniquement comme un déchet de la respiration, ce qui est vrai, hein, il fait partie des déchets qu'on va expirer. Mhm. Mais il faut savoir aussi en conserver suffisamment pour qu'il soit du coup utile également à la transmission de l'oxygène vers nos cellules. Ouais, ok. Du taux de CO2 dans le sang dépend la quantité d'oxygène qui va être utilisée par l'oxygène, par les cellules. Ok. Schématisme, mais c'est ça. Okay, donc super. Du coup, si je ventile trop par la bouche, qui est un gros conduit, voilà, je vais échapper beaucoup trop de CO2. Et surtout, si ma fréquence respiratoire et mon amplitude respiratoire est grande, le CO2 va s'échapper. Alors que quand je fais l'effort de respirer uniquement par le nez, c'est déjà un débit inférieur et en même temps un contrôle, un meilleur contrôle du geste respiratoire. D'accord. Okay. Parce que le débit est plus fin. Ok. Merci pour voilà, dans les précision. Grandes lignes, voilà. Donc ça suppose quand même une adaptation, parce qu'on va pas courir à 12-13 à l'heure comme ça tout de suite en respirant que par le nez. Mais c'est un très très bon entraînement. Voilà. Y compris dormir avec un sparadrap la nuit pour forcer notre système à respirer que par le nez. Parce que la nuit, on sait pas vraiment ce qu'on fait. Et puis en ce moment, le travail que je mets en place, c'est un travail type apnée, apnée sportive, parce que Géraldine m'a offert un stage avec Stéphane Toureau, qui est un vice-champion du monde d'apnée, parce que j'ai envie d'aller explorer ça. J'en ai fait un tout petit peu, mais j'aimerais vraiment pratiquer davantage. Et donc là, j'ai une application qui me permet de faire ce qu'on appelle les tables d'oxygène et de CO2. Voilà, donc il y a deux types d'exercices. Un exercice, on va plutôt faire des longues rétentions avec un repos, on va dire moyen, mais constant. Et puis, donc ça, c'est plutôt le travail sur l'oxygène. Et puis, un travail de CO2, de tolérance au dioxyde de carbone, où là, on va faire des rétentions assez longues, 40% de notre maximum, mais avec un repos qui va diminuer jusqu'à être quasiment nul, 10 secondes, voilà, entre deux apnées. Et donc là, on va s'habituer à garder un taux de CO2 dans le sang assez élevé, et puis rassurer notre cerveau reptilien et notre tronc cérébral sur le côté sécure de cet exercice. Voilà. Okay. Et c'est les deux conjugués qui vont nous permettre d'allonger les temps d'apnée. Voilà. Ok, voilà mes rituels du moment. Voilà. Et donc douche froide tout le temps? Douche froide tous les jours, ouais. En fait, une douche chaude, ça va être soit parce que je suis très 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 fatigué, soit parce que j'ai déjà pris ma douche froide le matin et puis que le soir je vais me faire une petite détente, mais c'est peut-être même pas une par semaine vraiment. Et sinon, c'est dès le matin, j'allume le froid et je me mets dessous direct. Mais toujours avec cette petite question de j'en suis où avec l'inconfort. Oui. Et je check bien que je peux effectivement rester dans ma respiration, être détendu et jamais dans la lutte. Parce que c'est très simple en fait d'être dans la lutte. Il suffit que on ait mal dormi, qu'on ait pas assez le temps de faire cet exercice. Et auquel cas, je fais la douche froide pour faire la douche froide, mais ça marche pas en fait. Je fais la douche froide, mais il faut que très vite je connecte cette zone où j'accepte les sensations. Voilà. C'est jamais hyper agréable une douche froide sur le moment, d'accord, mais dès l'instant où on arrive à être dans l'accueil de l'acceptation, là ça devient déjà meilleur. Et puis le après est fantastique. On a une forme d'énergie comme ça, et les endorphines sont là, on est calé dans notre système nerveux et la journée est pas la même, quoi. Ouais, super. Un petit peu de jeûne intermittent, voilà, parce que ça fait partie de la loi de l'Hormèse aussi, donc provoquer des adaptations du corps. Jeûne intermittent, voilà, c'est pas complexe à mettre en œuvre. Faut pas non plus que ça soit tout le temps, parce que sinon le système s'habitue à une autre forme de confort. Donc ça peut être perturbé par moment. Ça veut dire qu'on peut changer le moment auquel on fait le jeûne. On peut faire un jeûne complet, peut-être de 24-30 heures par moment. Voilà, jouer un petit peu avec l'organisme pour le surprendre. Comme ce que fait un athlète de haut niveau, hein, ou quelqu'un qui s'entraîne. Hein. Tous les jours, on fait pas la même chose parce que
on attend une adaptation, on attend une réponse adaptative. Donc on vient stimuler. Ouais, je crois que je retiendrai vraiment, et c'est ce que j'avais déjà retenu, hein, j'en suis où dans cet inconfort. Ouais, tout à fait. Vraiment, merci beaucoup. Je suis bavard, non? Non. Tu sais, le record sur Aventure Humaine, c'est 3h10. Ah, dis donc. Super. Donc, non, c'était très très bien. Et encore quelques petites questions, mais voilà, vraiment, on a passé un bon tour sur cette recherche justement de sens et d'alignement qui est important pour nous sur Aventure Humaine. Au début, on part beaucoup sur des opportunités et des choses qui vont au final nous enseigner et nous apporter des réponses pour plus tard, et souvent c'est un alignement dans une seconde partie. Tu as partagé tout à l'heure un livre, mais je sais pas, est-ce que tu aurais une ressource, podcast, film, exposition, pièce de théâtre ou livre à nous partager là, te plaît beaucoup, que tu recommandes beaucoup, souvent? Alors là, pour le plaisir, c'est le dernier Goncourt qui était magnifique. Dernier Goncourt qui était un roman fabuleux. Ça, c'est pour juste le plaisir de la lecture. En termes de ressources, c'est une très bonne question. Je pense malgré tout ce qui m'a le plus apporté là dans les 10 dernières années, c'est l'accès à la compréhension du cerveau. Alors le livre d'Aberkan est une bonne ressource. Oui. Voilà. Libérer votre cerveau. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite la compréhension des tests psychométriques. Voilà, moi j'utilise le MBTI ou Action Type ou HBDI. Ouais, c'est des questionnaires comme ça. Mais c'est aller comprendre comment les différents secteurs du cerveau interagissent ensemble, comment le conscient et les formes plus archaïques du cerveau nous programment d'une certaine manière à faire certaines choses. Et à partir de quel moment on peut à la fois accepter ces éléments-là, il y a une part d'inné dedans, et puis il y a la part d'acquis aussi. Voilà. Et je trouve qu'une fois qu'on a cette compréhension de notre fonctionnement intrinsèque, sur nos préférences, notre spontanéité, on a un regard sur le monde et ce qui nous arrive qui est vraiment différent. On a un regard sur comment on fait les choses qui est aussi vraiment très différent. Et cette acceptation détend vraiment, quoi. Je cherche plus à être un autre. Voilà, je sais comment me mettre dans cette zone qu'on appelle la zone de flow, de fluidité, où tout est simple finalement, où j'ai vraiment accès à mes ressources. Et du coup là, ça permet à un moment donné peut-être d'aller sur son sens justement, parce qu'on est aligné, on est dans sa singularité, accepté, et c'est doux en fait. Voilà. Et on apporte à ce moment-là notre pleine valeur et notre pleine contribution, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a cette notion de contribution qui devient aussi importante, effectivement. Et oui, c'est doux. Voilà. Le 4 juin, j'ai eu, quand j'ai envoyé mon manuscrit, j'ai posé des énormes valises. Voilà, ouais. Et à la fois parce que j'avais rempli un contrat qui était pour moi quand même du domaine du challenge, faire quelque chose sur une longue durée, une longue période, de manière très consistante. Moi, je suis plutôt papillon ou alors concentration sur des temps assez courts. Là, c'était un Ironman là que j'ai fait là vraiment, et c'était pas ma spécialité l'Ironman, loin de là. Mais en même temps, voilà, j'avais fait ça avec ma spécificité et puis dans une certaine fluidité, parce que j'avais aussi appris à créer des conditions de flow pour moi. Voilà. Voilà. Tu avais des habitudes d'écriture, de travail. Des recherches pour me mettre dans la bonne énergie, éviter de rester devant la page blanche pendant 3 plombes ou à écrire des trucs que j'allais effacer. Et comme le dernier mois que je te mentionnais, le dernier mois où je dormais 3 heures par nuit, c'est ma spontanéité. Voilà. Je sais que je fonctionne comme ça.
Alors sur un bouquin de 400 pages, je peux pas faire le mois, je peux pas écrire en un mois. En tout cas, moi, j'en ai pas les capacités. Mais certains auteurs le font. Hein. Ils sont capables d'écrire cette quantité de pages en peu de temps. Mais en tout cas, la dernière ligne droite a été pour moi extrêmement précieuse d'un point de vue apprentissage et aussi réalisation. Ouais, super. On a beaucoup parlé du Japon. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une culture ou un pays que tu aimerais découvrir? Aujourd'hui, c'est l'Inde. Ouais. L'Inde. Sans hésitation, ouais. L'Inde, j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai cette difficulté aujourd'hui cette difficulté. C'est juste que pour l'instant, j'y suis peut-être pas allé, mais il y a une part rationnelle en moi, il y a une attirance dans le spirituel, mais c'est encore un peu en dualité aujourd'hui. Voilà, c'est pas encore complètement, je suis pas encore complètement dans l'accueil là. Et je côtoie aussi beaucoup de gens qui m'expriment avoir accès à de l'information, à du ressenti, et quelque part j'ai une forme d'admiration, de curiosité. Et en même temps, je manque aussi peut-être un peu de confiance, toi, en me disant est-ce que c'est dans cette vie-là pour moi d'avoir accès à ça? Pour l'instant, je sais pas. C'est comme quand je faisais de l'acupuncture, on me disait ouais, tu vas saisir l'énergie. Tu vois. Oui, j'avais une forme de ressenti, mais est-ce que c'était bien ça? J'ai toujours ce questionnement-là parce que c'est pas dans le domaine de l'objectivable, donc il y a un petit peu le cerveau scientifique qui revient là et qui dit ouais, est-ce que t'es bien sûr, toi? Alors là, dans la période actuelle, là, tu t'imagines même pas comme je suis tiraillé en fait entre l'origine de ce qui nous arrive là depuis 1 an et demi, quel est le sens de ça, qu'est-ce qu'on va en faire, le vaccin, pas le vaccin, qui a raison, qui a tort, j'en sais rien, le complot, pas le complot, là je suis en plein chaos intellectuel là. Je vais secouer un bon coup puis peut-être ça se triera un peu tout seul. Mais voilà, donc l'Inde, parce que je ressens que ça pourrait être une porte vers la suite. Cette zone-là auquel j'ai pas encore complètement accès, quoi. Je suis ouvert, hein, je fais plein d'expériences dans ce domaine, je suis connecté un petit peu à ces messages de l'âme, ce parcours de l'âme, etc. Je l'intègre intellectuellement, si tu veux, j'ai donné mon accord à ça. Oui. Mais à part, est-ce que dans le ressenti, voilà, à part côtoyer des gens qui me disent des choses même sur moi, pour l'instant, moi, j'ai pas accès à cette information. Pour autant, intellectuellement et même là presque de manière rationnelle, si je reprends la médecine chinoise par exemple, quand j'étudiais cette science qui date de plus de 2000 ans, je me dis mais à quel niveau de conscience ces humains-là ont eu accès pour pouvoir identifier plus de 400 points d'acupuncture, de connaître leurs effets sur le corps, leur localisation précise, sans pouvoir les tester tous, parce que tout simplement à l'époque il y avait quand même pas énormément d'éléments objectivables. Voilà. Et je me dis mais quel est ce niveau de conscience auquel ils ont eu accès, voilà. Et comme j'aimerais avoir accès à ce niveau. Plus récemment j'ai été formé à une méthode qui s'appelle Action Type. C'est un Suisse et un Français qui ont créé ça là il y a 20 ans, 15-20 ans. Et il m'explique que quand ils ont posé les bases de cette théorie, ils se sont enfermés, comme j'ai pu le faire pour mon bouquin pendant 15 jours, en travaillant à tour de rôle, non-stop, H24 pour produire ce qu'ils avaient à produire. Ils ont sorti une Bible là qui fait 650 pages. Et je me dis, mais okay, quel niveau de conscience pour créer ce niveau d'intelligence là, voilà. Quelle information, voilà, quelle information j'ai accès. Oui, il y a du scientifique, mais j'aime à croire qu'il n'y a pas que ça. À un moment donné, c'est étrange pour moi de dire ça, mais c'est presque du domaine du divin. Voilà, j'ai envie de croire à ça quelque part. Voilà. Et donc, d'explorer, d'y aller. Voilà, et je me dis, tiens, ma maman adorait l'Inde, elle y est allée plusieurs fois, on a beaucoup parlé, je me dis, ouais, peut-être un truc à faire par là-bas, je sais pas, à voir. Le yoga peut-être m'y emmènera, à voir. Alors, on aura du coup l'occasion de faire un second épisode, j'espère, avec plaisir, avec une mise à jour et justement une ouverture de cette porte-là, de cet axe-là. Pour nous, le podcast, c'est justement aussi la possibilité de laisser une trace, laisser un héritage.
C'est comme ça qu'on y est venu. Tout à l'heure, tu as mentionné que que tu as 2 enfants. Est-ce que tu veux leur laisser un petit mot, leur partager un petit mot? Ça va être très émotionnel, là, ce que tu vas me demander, mais ce qu'on a fait cette année à Noël avec les enfants, c'était dans le domaine de l'héritage. Ce qu'on a fait, moi j'ai été séduit par un film que j'avais vu dans un de mes innombrables voyages au Japon. T'as le temps de voir pas mal de films. Oui. Celui-là s'appelle The Bucket List, et en français c'est Sans plus attendre, avec Jack Nicholson et puis Morgan Freeman. Et donc on a fait la bucket list de notre petite famille recomposée, et c'était de montrer à mes enfants que finalement moi j'ai eu un rêve petit et j'ai cherché à le mettre en œuvre. Alors ça m'a pris 50 ans de vie, sans aucune notion de recherche de succès ou quoi. Ce qui était important, pour moi, c'était de l'écrire, ce bouquin. Et j'ai voulu montrer à mes enfants cette année qu'on pouvait marcher vers son rêve. Et alors pour la petite histoire, mon petit garçon veut être champion de tennis. Et il a 8 ans, il s'entraîne déjà 4 fois par semaine. Il joue merveilleusement bien, vraiment, pour son âge. Et j'ai eu la chance de le voir jouer sur ses premiers tournois là il y a quelques semaines. Il est dans son élément. Il est entouré de ses potes et ça compte vraiment, cet ancrage de copains. Ils sont une petite bande là de 6 ou 7 à jouer tout le temps, à prendre du plaisir à ça. Et quand il dit voilà, dans 9 ans je vais être à Roland-Garros, je sais qu'il y a une part de lui qui dit peut-être vrai, en tout cas dans l'intention. Donc pour moi, en tant que papa, et je sais que sa maman fera la même chose, mais ça va être important de l'accompagner sur ce chemin si c'est son choix. Et mon grand a 12 ans, et lui en fait de manière caricaturale, je vais dire que ses premiers mots étaient des marques de voitures. C'était pas papa ou maman, c'était Toyota, Volkswagen, etc. Et dans les 3 premiers items de sa bucket list, il y avait être pilote, quoi. Voilà. Et donc on a pour son anniversaire qui était un mois plus tard, je lui ai acheté un kart et puis il s'est inscrit dans un team pour faire des compétitions de karting. Donc il a commencé, ça va être sa 4e fin du mois là. Et donc ça aussi c'est à la fois pour moi l'héritage, il a à la fois d'avoir fait cet exercice, d'avoir contribué et de contribuer au premier pas vers ce rêve. Et après, de toutes mes forces, j'essaie de contribuer à ça, tout en leur montrant que ça dépend aussi d'eux. Voilà. Et une phrase que je leur dis très souvent, c'est la manière de faire chaque chose, c'est la manière de faire toutes les choses. Donc même quand tu marches vers ton rêve et que c'est peut-être plus simple d'être dans la recherche de performance et d'être juste et d'être engagé, cette manière-là, elle doit servir aussi dans les autres secteurs, parce que c'est la porte vers l'apprentissage, c'est la porte vers la meilleure version de soi, quelle qu'elle soit. On n'est pas tous voués à être des grands inspirants, des grands dirigeants, etc. Mais en tout cas, on a, je pense, et c'est ce que j'aime croire, l'impétueuse nécessité de devoir être la meilleure version de soi. Voilà. Et ça, c'est un travail, c'est le travail d'une vie, comme je disais. Ouais. Et c'est cet héritage-là que j'aimerais, à travers cette recherche de rêve, inculquer à mes enfants, en tout cas leur proposer. Un grand merci Stéphane pour tout ce partage. Encore une fois, c'est pas un mot galvaudé sur Aventure Humaine, hein, c'est de l'authenticité et c'est ce qu'on apprécie vraiment. Et t'as parfaitement joué le jeu et on est honoré donc de porter, de diffuser ton message et ton parcours de cette première partie de vie. Hein. Vraiment merci beaucoup j'invite tout le monde à aller chercher et commander chez son libraire ton livre et tout ce que symbolise ce livre pour toi. Je pense que la valeur qui est à l'intérieur est immense. Ouais, elle sera forcément au-delà des pages et au-delà du contenu pour moi en tout cas. Hein.
Après, forcément, j'espère qu'elle pourra trouver lecteur, inspirer, peut-être amener chacun à réfléchir à cette fonction physiologique aussi banale mais aussi importante que la respiration. Et puis voilà, je te remercie également énormément parce que cette heure et demie passée, presque 2 heures maintenant, passée ensemble, c'est aussi le fruit d'une rencontre. Et puis c'est un exercice fabuleux, je trouve, pour aller chercher au fond de soi, voilà, parce que c'est forcément pas quelque chose qu'on peut préparer. C'est au fil de tes questions, au fil des propos qui sortent avec ce cœur, finalement. On était dans le flow, oui. Voilà, et c'est toujours un moment magique aussi quand on est comme ça, grâce à toi, dans l'opportunité de partager ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci et à bientôt sur Annecy, du coup là en vrai. On voulait le faire avant, juste après cette rencontre. On avait déjà lancé Aventure Humaine et on voulait déjà se rencontrer de nouveau dans ton fief que je connais très bien aussi et qui est vraiment magnifique. Donc à bientôt sur Annecy. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Gaël. Et voilà, l'épisode est terminé. S'il t'a inspiré, file nous laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. C'est vraiment très motivant de lire vos encouragements et vos retours. Si tu as des questions ou des idées de belles personnes à faire passer sur le podcast, écris-nous sur l'Instagram de Podcastmania ou sur le site d'Aventure Humaine. À vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt.